Elle était la fille de la femme de ménage, oubliée dans les recoins de l'école la plus prestigieuse de la ville. Lorsqu'un héritier milliardaire tente de l'humilier avec une pièce impossible à chanter, il réveille quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Ce qu'il avait prévu comme une plaisanterie, elle le transforme en légende. Avant de commencer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un j'aime sur la vidéo, ce qui est très important pour nous, et de nous dire depuis quelle ville vous regardez cette histoire. Les premières lueurs de l'aube luttaient encore pour percer les épais rideaux de l'auditorium lorsque Marianne Dubois poussa la lourde porte en bois verni. Ses pas résonnaient doucement sur le sol en marbre italien, un luxe qu'elle connaissait centimètre par centimètre, non par admiration mais par le travail de ses propres mains. Chaque matin, à 5 heures précises, ce grand espace devenait son refuge secret. Le seul moment de la journée où elle pouvait oublier qu'elle était la fille de Geneviève, l'agente d'entretien qui, depuis 15 ans, maintenait impeccables les couloirs du lycée Sainte-Élisabeth, l'un des établissements d'enseignement les plus prestigieux de Paris. L'auditorium vide respirait le silence. 250 sièges de velours bordeaux attendirent des voix qui ne l'incluaient jamais, des applaudissements qui ne lui étaient jamais destinés. Marianne marchait entre les rangées comme un fantôme, ses doigts effleurant les fauteuils qui, dans quelques heures, seraient occupés par ses camarades de classe. Fils d'entrepreneurs, héritiers de fortunes bâties, au fil des générations, des jeunes nés avec des noms de famille qui ouvrirent des portes avant même qu'ils ne sachent marcher. Elle monta les marches latérales jusqu'à la scène où un piano à queue reposait majestueusement sous la douce lumière qui commençait à filtrer par les hautes fenêtres. Marianne ferma les yeux et respira profondément. Là, à cet instant sacré entre l'aube et le jour, elle n'était pas la boursière invisible. Elle n'était pas la jeune fille qui arrivait 2 heures avant les autres élèves pour aider sa mère à préparer le lycée. Elle n'était pas l'étudiante qui connaissait par cœur la routine de chaque employé parce qu'elle avait grandi en observant l'institution à travers les yeux de ceux qui la faisaient fonctionner en coulisses. Là, elle n'était que voix. La première note sortit basse, presque un murmure qui se mêla au bourdonnement lointain de la circulation matinale de Paris. Marianne ne choisit pas la chanson consciemment. Elle jaillit simplement du plus profond de sa poitrine, emportant avec elle la fatigue d'une nuit mal dormie, l'inquiétude pour les factures qui s'accumulaient à la maison, le poids de porter sur ses épaules l'avenir de 2 personnes alors qu'elle n'avait même pas encore 18 ans. Sa voix grandit, gagnant en corps et en couleur, résonnant contre les murs recouverts de bois noble comme si l'auditorium lui-même avait pris une âme. Marianne chanta une mélodie qu'elle avait apprise dans son enfance quand elle croyait encore que sa mère recommencerait à sourire comme avant, quand son père était parti sans explication, ne laissant que des dettes et des promesses brisées. Elle chanta l'espoir qui s'obstinait à renaître à chaque aube, même lorsque tout semblait s'effondrer. Lorsque la dernière note se dissipa dans l'air, Marianne ouvrit les yeux et vit l'horloge numérique au fond de l'auditorium marquer 5h40. Il était temps de revenir à la réalité. Dans 20 minutes, les premiers élèves commenceraient à arriver. Les couloirs se rempliraient de voix confiantes, de rires insouciants, de conversations sur des week-ends dans des chalets à Chamonix ou des séjours de ski en Suisse. Marianne rangerait à nouveau sa voix, comme on cache un trésor que personne d'autre ne peut connaître. Elle descendit de la scène et se dirigea vers le fond de l'auditorium, où elle avait laissé son sac à dos et son matériel de nettoyage. Sa routine matinale consistait à vérifier si un événement de la veille avait laissé des restes de nourriture ou des déchets entre les fauteuils. Non pas que ce fût obligatoire, mais parce qu'elle savait que toute négligence serait attribuée à sa mère, et Geneviève Dubois ne pouvait pas se permettre de recevoir des critiques. Pas à 52 ans, avec de l'arthrite dans les mains et une toux persistante qui s'aggravait ces derniers mois. Marianne ramassa 2 gobelets en plastique oubliés dans la dernière rangée et un programme de présentation froissé. Alors qu'elle rangeait les objets dans le sac poubelle, ses yeux captèrent un mouvement à l'entrée de l'auditorium. Instinctivement, elle s'accroupit entre les fauteuils, le cœur battant à tout rompre. Si quelqu'un la découvrait là, surtout en train de chanter, sa bourse d'études pourrait être en danger. Les boursiers vivaient sous une surveillance constante, et tout comportement jugé inapproprié pouvait entraîner la perte de l'opportunité qui lui avait tant coûté à obtenir.
La silhouette qui entra dans l'auditorium n'était pas celle d'un élève. Le professeur Henri Moreau marcha lentement entre les rangées, les mains jointes dans le dos, les épaules légèrement courbées par le poids de 65 ans consacrés à l'enseignement. Marianne connaissait son histoire comme elle connaissait celle de tous les employés du lycée. Henri avait été un pianiste prometteur dans sa jeunesse, diplômé du Conservatoire de Paris, mais il était rentré en France dans les années 80 pour s'occuper de sa mère malade. Il n'a plus jamais quitté le pays. Il n'a plus jamais joué professionnellement. Il enseignait maintenant la théorie musicale aux classes les moins intéressées, ces élèves qui choisissaient de la musique uniquement pour compléter le nombre d'heures obligatoires de matières artistiques. Le professeur s'arrêta exactement là où Marianne avait chanté quelques minutes plus tôt. Il pencha la tête comme s'il pouvait encore entendre des échos dans l'air. Marianne retint sa respiration, essayant de se faire plus petite entre les fauteuils. Henri resta là pendant de longues secondes, puis secoua la tête comme pour dissiper une illusion et se dirigea vers le piano. Ce fut en essayant de bouger silencieusement que Marianne renversa le sac poubelle. Le bruit des gobelets en plastique heurtant le sol résonna dans l'auditorium comme une explosion. Le professeur Henri se retourna immédiatement. « Qui est là ?» Sa voix était grave, mais pas hostile. Marianne n'avait pas le choix. Elle se leva lentement, le visage brûlant de honte, tenant le sac poubelle contre sa poitrine comme un bouclier. « Excusez-moi, professeur, j'étais juste en train de nettoyer. » Les yeux d'Henri l'étudièrent avec curiosité. Marianne Dubois était connue au lycée, mais de la manière dont tous les boursiers étaient déconnus, comme une présence presque invisible, qui remplissait ses obligations académiques avec excellence, mais n'attirait jamais l'attention sur elle. Elle portait toujours les 3 mêmes uniformes, alternés et soigneusement lavés, des chaussures noires qui avaient déjà été réparées plus d'une fois, les cheveux sombres toujours attachés en une simple queue de cheval. « Vous êtes l'élève de professeur Hélène, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, faisant référence à la coordinatrice de musique. « Oui, monsieur. » « De la classe de première. » Henri hocha lentement la tête. « Vous arrivez très tôt au lycée. » Ce n'était pas une question, mais Marianne sentit le besoin de s'expliquer. « J'aide ma mère. Elle travaille ici depuis avant ma naissance. »« Geneviève Dubois, » dit Henri, la surprenant en connaissant le nom de sa mère. « Une femme dévouée. Et vous comptez suivre les mêmes pas ?» La question portait quelque chose que Marianne ne parvint pas à identifier. De l'ironie, de la compassion, une curiosité sincère. « Je veux étudier, » répondit-elle, la voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « J'ai obtenu une bourse intégrale pour faire médecine à la Sorbonne, si je réussis le concours d'entrée. »« Médecine » répéta Henri comme s'il testait le poids du mot, un choix pratique, respectable. Il se dirigea vers le piano et ouvrit le couvercle, révélant les touches en ivoire qui brillaient sous la lumière du matin. Ses doigts jouèrent quelques notes au hasard, créant une mélodie mélancolique qui semblait converser avec l'aube. « Vous aimez la musique, Marianne ?» La question la prit au dépourvu. Personne ne lui avait jamais demandé ce qu'elle aimait. Les conversations tournaient toujours autour de ce qu'elle devait faire, de ce qu'on attendait d'elle, de la manière dont elle devait se comporter pour conserver sa bourse et ne pas décevoir les attentes. « Un peu, » mentit-elle, parce que la vérité était trop grande, trop profonde, trop dangereuse pour être partagée. Henri joua une séquence d'accords plus complexe, les yeux fermés comme s'il se souvenait de quelque chose de très lointain. « La musique est une langue étrange, » murmura-t-il. « Elle peut révéler des vérités que les mots ne peuvent exprimer. Elle peut cacher des secrets trop grands pour que le cœur les garde seuls. » Marianne ne savait pas quoi répondre. Elle observa les mains du professeur danser sur le clavier, créant une mélodie qui semblait raconter une histoire de rêves perdus et d'opportunités qui ne sont jamais revenues. Il y avait quelque chose d'hypnotisant dans ces accords, quelque chose qui lui fit picoter la gorge avec l'envie de se joindre à la musique. « Professeur, » commença-t-elle, puis hésita. « Oui, vous venez toujours ici si tôt ?» Henri ouvrit les yeux et la regarda directement. « Nous avons tous nos moments de solitude, Marianne. Certains trouvent du réconfort dans la lecture, d'autres dans l'exercice. Je le trouve dans le silence de cet endroit, aux premières heures du jour, quand je peux prétendre que je suis encore le musicien que j'ai un jour voulu être. » L'honnêteté brutale de la réponse toucha quelque chose de profond en Marianne. Elle vit dans le professeur une version plus âgée d'elle-même,
quelqu'un qui gardait des rêves secrets, qui trouvait refuge dans la musique lorsque la vie devenait trop lourde. « Je dois y aller, » dit-elle doucement. « Les cours vont commencer. » Bien sûr. Henri se remit à jouer, mais s'arrêta alors qu'elle était presque à la porte. « Marianne ?» Elle se retourna. « Si un jour vous voulez parler de musique, de n'importe quoi, ma salle est au sous-sol, porte 23. » Marianne hocha la tête et sortit de l'auditorium, mais les mots du professeur résonnèrent en son esprit alors qu'elle marchait dans les couloirs qui commençaient à s'animer. Porte 23. Une invitation qu'elle ne savait pas si elle aurait le courage d'accepter. Le premier cours de la journée était l'histoire, avec le professeur Marcel, un homme énergique qui transformait les batailles anciennes en récits épiques. Marianne s'assit au 3e rang, comme toujours, assez loin pour ne pas attirer l'attention, assez près pour ne pas perdre un mot. Autour d'elle, les autres élèves arrivaient en groupe, parlant des fêtes du week-end, des voyages en famille, des projets pour les vacances de juillet. Rodrigue Ménès entra dans la salle comme il entrait toujours, comme si le monde entier devait s'arrêter pour l'admirer. Grand, les cheveux sombres parfaitement coiffés, portant une montre qui coûtait plus que le salaire annuel de nombreuses familles, il portait la confiance de celui qui n'a jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Fils de l'entrepreneur Fernand Ménès, propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de construction du pays, Rodrigue avait grandi en croyant que l'argent pouvait tout acheter, y compris les gens. Il s'assit à côté de Jeanne d'Albret, une brune éblouissante, fille d'un juge fédéral, qui portait des sacs de créateurs différents chaque jour et traitait les employés du lycée comme s'ils étaient invisibles. Le couple formait le centre social de la classe, ceux qui dictaient les tendances et décidaient qui était digne d'attention. Marianne les observa discrètement en organisant ses affaires. Rodrigue montrait quelque chose sur son téléphone à Jeanne, qui riait trop fort, attirant délibérément l'attention. C'était un rire étudié, artificiel, destiné à marquer son territoire et à faire comprendre à toutes les autres filles de la classe qui commandaient ici. « Tout le monde, commençons », annonça le professeur Marcel, et la salle se calma progressivement. Le cours se déroula normalement jusqu'à ce que la sonnerie retentisse, indiquant la pause. Marianne ramassa ses livres et se dirigea vers la bibliothèque, son refuge pendant les 15 minutes où elle n'avait pas besoin de prétendre qu'elle appartenait à ce monde. La bibliothèque était un territoire neutre, un endroit où sa présence passait inaperçue entre les hautes étagères et le silence respectueux. Elle choisit une table au fond, près de la section de littérature française, et ouvrit son livre de biologie pour réviser le contenu du prochain cours. La médecine exigeait des notes parfaites, et Marianne ne pouvait se permettre aucun faux pas. Chaque examen était une bataille, chaque semestre une guerre silencieuse contre un système qui s'attendait à ce qu'elle échoue. Elle était si concentrée qu'elle remarqua à peine quand quelqu'un s'assit à la table voisine. À peine. Le parfum cher et le son d'ongles parfaitement manucurés, tambourinant sur le bois, la firent lever discrètement les yeux. Jeanne d'Albret était là, entourée de ses amies habituelles. Isabelle, Camille et Fernande, toutes filles de familles influentes, toutes portant des versions légèrement différentes du même uniforme, mais avec des accessoires qui coûtaient des fortunes. « Je n'arrive pas à croire qu'elle ait eu le culot », disait Jeanne, sa voix basse mais pas assez pour que Marianne n'entende pas. « Une boursière doit savoir rester à sa place. »« De quoi vous parlez ?» demanda Isabelle, sincèrement curieuse, la fille de l'agente d'entretien. « Hier, je l'ai vue parler avec Rodrigue près des casiers. Vraiment parler, pas seulement répondre à quelque chose qu'il avait demandé. » Marianne sentit son sang se glacer dans ses veines. Elle se souvint du moment. Rodrigue lui avait demandé si elle savait où se trouvait le secrétariat administratif, et elle lui avait donné des informations sur les heures d'ouverture. Une conversation de 30 secondes, purement fonctionnelle. « C'est ridicule », rit doucement Camille, comme si elle avait la moindre chance. « Le pire, c'est que certaines de ces boursières se prennent pour quelqu'un, » continua Jeanne, sa voix prenant un ton venimeux. « Elles oublient qu'elles sont ici par charité. Elles pensent qu'elles peuvent se mélanger à nous juste parce qu'elles portent le même uniforme. » Marianne ferma lentement son livre, essayant de contrôler le tremblement de ses mains. Chaque mot était un coup de poignard, mais pas parce qu'il était inattendu. C'était précisément parce qu'il était prévisible que ça faisait si mal. Elle savait quelle était sa place dans cette hiérarchie sociale.
Elle savait que sa présence était tolérée, pas acceptée. Elle savait que toute tentative de franchir les barrières invisibles serait interprétée comme de l'arrogance, comme un manque de gratitude pour l'opportunité qui lui avait été accordée. « Vous avez vu comment elle le regarde en cours ?» se joignit Fernande à la conversation. « C'est embarrassant. » Marianne n'avait jamais regardé Rodrigue plus que nécessaire. En fait, elle mettait un point d'honneur à éviter tout contact visuel qui pourrait être mal interprété. Mais la vérité n'avait pas d'importance quand il y avait un récit plus intéressant à construire. Elle se leva calmement, rangea ses livres dans son sac à dos et se dirigea vers la sortie de la bibliothèque. Elle passa devant la table des filles sans les regarder, mais sentit leurs yeux suivre chacun de ses pas. Elle entendit le murmure qui suivit son passage, le genre de commentaires méchants qu'elles oublieraient en quelques minutes, mais qui l'accompagneraient pendant des jours. La sonnerie retentit à nouveau, annonçant la fin de la pause. Marianne se dirigea vers le cours suivant. Théorie musicale avec professeur Hélène Rodriguez. C'était la matière qu'elle aimait. Et craignait le plus à la fois. Elle l'aimait pour sa proximité avec la musique. Elle la craignait parce que la coordinatrice musicale avait la réputation d'un favoritisme explicite. Hélène avait l'habitude de choisir toujours les mêmes élèves pour des participations spéciales, des solos dans les présentations, des opportunités de se démarquer, des élèves qui, par coïncidence, portèrent des noms de famille influents et payaient des frais de scolarité capables de financer des rénovations entières du lycée. La salle de musique se trouvait au premier étage, un grand espace avec des fenêtres donnant sur le jardin intérieur du lycée. Un piano numérique occupait le centre de la salle, entouré de chaises disposées en demi-cercle. Les murs étaient décorés de portraits de compositeurs classiques et de quelques instruments anciens qui servaient plus de décoration que de fonction pratique. Marianne entra et choisit une chaise au deuxième rang, une position stratégique qui lui permettait d'observer sans être le centre de l'attention. Les autres élèves arrivèrent progressivement, formant leurs groupes habituels. Rodrigue entra accompagné de quelques amis, tous affichant le même désintérêt élégant pour la discipline qu'ils considéraient comme une simple exigence ennuyeuse pour leur formation. Professeur Hélène arriva quelques minutes plus tard, portant une mallette en cuir véritable et exhalant le genre de sophistication qui impressionnait les parents riches et intimidait les élèves plus modestes. C'était une femme d'une quarantaine d'années, les cheveux blonds impeccablement coiffés, toujours vêtue de tailleurs bien coupés et de bijoux discrets mais chers. Elle avait étudié en Europe, comme elle tenait à le mentionner régulièrement, et traitait la musique comme si elle était la propriétaire privée de tout l'art musical produit par l'humanité. « Bonjour la classe », salua-t-elle, posant sa mallette sur la table près du piano. « Aujourd'hui, nous allons parler de l'opéra italien du XIXe siècle. » Un soupir collectif presque imperceptible se propagea dans la salle. L'opéra n'était pas exactement le genre de musique qui suscitait l'enthousiasme chez les adolescents français du XXIe siècle. Hélène ignora le manque d'enthousiasme et connecta son ordinateur portable au système de son de la salle. Nous allons commencer par écouter l'un des arias les plus célèbres de Puccini, O mio babbino caro, de l'opéra Gianni Schicchi. La musique commença à jouer, et Marianne sentit tout son corps réagir involontairement. Elle connaissait cet aria, l'avait entendu des dizaines de fois dans des vidéos YouTube pendant les nuits où elle ne pouvait pas dormir. Elle connaissait chaque note, chaque respiration, chaque moment de tension et de soulagement. Sa gorge la picota avec l'envie d'accompagner la soprano, mais elle garda les lèvres fermement closes. « Quelqu'un peut-il me dire quelle est la caractéristique la plus marquante de cette pièce ?» demanda professeur Hélène lorsque la musique se termina. Quelques mains se levèrent avec hésitation. Hélène choisit Jeanne, qui répondit quelque chose sur la belle mélodie, avec l'air de quelqu'un qui faisait une immense faveur en participant au cours. Correct, mais superficiel, commenta Hélène avec un demi-sourire condescendant. La véritable beauté de cet aria réside dans sa simplicité trompeuse. Puccini a réussi à créer une mélodie qui semble simple, mais exige une technique exceptionnelle. C'est une musique que tout le monde peut aimer, mais que très peu de gens peuvent exécuter correctement. C'est alors que Rodrigue décida de montrer son désintérêt de manière plus dramatique. Il s'adossa à sa chaise, croisa les bras et fit une grimace de dégoût. « Franchement, professeur, je ne comprends pas comment on peut trouver ça beau. Pour moi, ce n'est rien de plus qu'un bruit agaçant.
Une femme qui crie dans une langue que personne ne comprend. Quelques rires étouffés résonnèrent dans la salle. Hélène fronça les sourcils, clairement irritée, mais avant qu'elle ne puisse répondre, une voix s'éleva derrière elle. « En fait, ce n'est pas tout à fait ça. » Le silence qui suivit fut absolu. Tous les regards se tournèrent vers Marianne, qui avait parlé sans réfléchir, poussée par une impulsion qu'elle n'avait pas pu contrôler. Elle sentit le sang quitter son visage, en réalisant qu'elle était devenue le centre de l'attention de la manière la plus dangereuse possible. Contredisant le fils du milliardaire devant toute la classe. Rodrigue se tourna lentement vers elle, une expression de surprise sincère sur le visage. Ce n'était pas encore de la colère, juste une curiosité amusée, comme si un meuble de la salle avait pris vie et commençait à parler. « Pardon ?» dit-il, sa voix portant ce ton que les riches utilisent lorsqu'ils doivent traiter avec des personnes qu'ils considèrent inférieures. Marianne savait qu'elle devait s'excuser, baisser la tête, retourner à sa place d'invisibilité. Mais quelque chose dans son expression arrogante, quelque chose dans la manière dont il avait nonchalamment méprisé un art qui pour elle était sacré, l'empêcha de reculer. « L'opéra italien, dit-elle, sa voix plus ferme maintenant que le premier mot était sorti, a été créé justement pour émouvoir les gens ordinaires. Puccini écrivait pour des publics qui comprenaient des travailleurs, des immigrés, des gens qui n'avaient peut-être jamais étudié la musique formellement, mais qui comprenaient la souffrance, l'amour, la perte. La musique n'a pas besoin de traduction quand elle touche le cœur. » La salle était si silencieuse que le tic-tac de l'horloge murale sonnait comme des battements de tambour. Professeur Hélène regardait Marianne avec une expression qui mêlait surprise et irritation. Personne n'avait jamais vu la boursière parler autant, encore moins sur un sujet académique, et encore moins en contredisant un élève de l'élite. Rodrigue étudia Marianne pendant de longues secondes, comme s'il la voyait pour la première fois. Peut-être que c'était le cas. Elle n'était qu'une silhouette périphérique dans sa conscience jusqu'à ce moment, une partie du paysage scolaire qu'il n'avait jamais pris la peine d'examiner de près. « Intéressant, dit-il finalement, un sourire dangereux se formant sur ses lèvres. La petite boursière a des opinions sur la musique classique. Le diminutif était calculé, destiné à la remettre à sa place. Marianne sentit la colère monter de son estomac à sa gorge, mais elle se força à rester calme. « La musique n'a pas de classe sociale, répondit-elle. Elle existe avant toutes les divisions que nous avons inventées. » « Quel philosophe, rit Rodrigue, et quelques camarades l'accompagnèrent. Mais la philosophie, c'est facile. Le véritable art exige plus que de belles paroles. Il se leva et se dirigea vers la table de la professeure, où elle gardait une chemise avec des partitions pour des exemples pratiques. Il feuilleta rapidement les papiers jusqu'à trouver ce qu'il cherchait. Il sortit une partition de plusieurs pages, la regarda brièvement, puis se dirigea vers Marianne. « Si vous vous y connaissez tant en opéra, dit-il en lui tendant le papier, prouvez-le. » Marianne regarda la partition sans la prendre. Même à distance, elle pouvait voir que c'était quelque chose d'extrêmement complexe, plein de notes aiguës et de sauts vocaux qui semblaient impossibles. « Rodrigue, intervint professeur Hélène, clairement mal à l'aise avec la direction que prenait le cours, je pense que nous nous sommes déjà bien éloignés du contenu programmé. »« Non, professeur, dit-il sans quitter Marianne des yeux, c'est éducatif. Notre camarade dit que la musique n'a pas de classe sociale. Testons si elle peut soutenir cette théorie en pratique. » Il agita la partition devant elle. C'est l'aria Der Hölle Rache de la flûte enchantée de Mozart, l'une des pièces les plus difficiles du répertoire lyrique. Si vous arrivez à la chanter ici devant tout le monde, je vous épouse. La salle explosa en ricanements et en murmures. Certains élèves sortirent leur téléphone, anticipant ce qui serait certainement un moment d'humiliation digne de devenir viral sur les réseaux sociaux. Jeanne rit trop fort, tenant à marquer sa supériorité dans la hiérarchie sociale. Marianne regarda le papier que Rodrigue tenait. Même sans le prendre, elle pouvait voir que la musique était écrite en allemand, pleine de notes qui montaient à des hauteurs presque inhumaines, techniquement difficiles même pour des sopranos professionnels. C'était clairement un piège, une insulte déguisée en défi. « Rodrigue, c'est ridicule, » dit professeur Hélène, mais sa voix ne portait pas de véritable autorité. Il était évident qu'elle était plus préoccupée de ne pas déplaire au fils de l'un des plus grands donateurs du lycée que de protéger une élève boursière. « Pourquoi est-ce ridicule ?» demanda Rodrigue, feignant l'innocence.
Elle a dit elle-même que la musique n'a pas de classe sociale. Je lui offre juste une opportunité de démontrer ses connaissances. Marianne savait que quoi qu'elle fasse à ce moment-là, ce serait mal. Si elle refusait le défi, elle serait vue comme lâche et hypocrite. Si elle acceptait, elle serait humiliée publiquement lorsqu'elle échouerait à exécuter une pièce qui exigeait des années d'entraînement technique. C'était une situation sans victoire possible, soigneusement construite pour la remettre à sa place. Mais il y avait quelque chose dans le sourire moqueur de Rodrigue, dans la manière dont il tenait la partition comme si c'était une arme, qui éveilla une fureur froide dans la poitrine de Marianne. Elle avait 17 ans de colère accumulée, 17 ans à être traitée comme inférieure, 17 ans à devoir constamment prouver qu'elle méritait d'être là. Elle tendit la main et prit la partition. « Quand » demanda-t-elle, sa voix trop calme pour la tempête qui faisait rage en elle. Rodrigue cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à ce qu'elle accepte le défi. « Comment ça, quand ? Quand voulez-vous que je chante ? Ici, maintenant ? » ?»« Non, » dit-il rapidement, réalisant qu'il s'était mis dans une situation plus compliquée qu'il ne l'avait prévu. Évidemment, ce serait lors du concours de musique du lycée, en public, pour de vrai. Le concours annuel de musique du lycée Sainte-Élisabeth était l'un des événements les plus importants du calendrier scolaire. Il avait lieu toujours à la fin du premier semestre, en présence des parents des anciens élèves et des membres de la haute société parisienne. Le vainqueur recevait une bourse intégrale pour le conservatoire de musique le plus prestigieux du pays, ainsi qu'un prix en argent qui, pour la réalité de Marianne, serait transformateur. « Parfait, » dit-elle, pliant soigneusement la partition et la rangeant dans son sac à dos. « Ce sera un plaisir d'accepter votre demande en mariage quand j'aurai gagné. » La salle resta dans un silence absolu pendant 3 secondes. Puis, elle explosa en conversation simultanée, en rires nerveux et en exclamations de surprise. Personne ne s'attendait à ce que la fille invisible non seulement accepte le défi, mais réponde avec la même arrogance qu'elle avait reçue. Rodrigue resta planté au milieu de la salle, ne sachant clairement pas comment réagir. Il avait créé une situation qui échappait maintenant complètement à son contrôle. La sonnerie retentit, annonçant la fin du cours. Marianne se leva calmement, rangea ses affaires et se dirigea vers la porte. Elle passa devant Rodrigue sans le regarder, mais dit tout bas, juste pour qu'il entende, « J'espère que vous avez un bon avocat pour le contrat de mariage. » Et elle sortit de la salle, laissant derrière elle un silence chargé de tension et le sentiment que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Alors qu'elle marchait dans le couloir en direction du cours suivant, Marianne sentit ses mains trembler. L'adrénaline de la confrontation cédait la place à la pleine mesure de ce qu'elle avait fait. Elle venait d'accepter un défi impossible, devant un public qui espérait sa chute, pariant tout sur un talent qu'elle gardait caché depuis des années. Mais quand elle toucha la partition dans son sac à dos, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Dangereux, téméraire, peut-être insensé, mais l'espoir quand même. Car pour la première fois de sa vie, quelqu'un lui avait donné une arme, et elle comptait bien s'en servir. La nouvelle se répandit dans le lycée à la vitesse d'un incendie. Pendant le déjeuner, Marianne pouvait sentir les regards suivre chacun de ses pas, les murmures se multipliaient comme des vagues qui se brisaient contre les murs des couloirs. Des groupes d'élèves cessaient de parler quand elle passait, puis reprenaient leur conversation avec des ricanements étouffés et des commentaires qu'ils ne prenaient pas la peine de dissimuler. « Elle a vraiment accepté », disait une voix féminine près de la fontaine à eau. « Imagine sa tête quand elle découvrira ce qu'est cette musique », répondait une autre. « La pauvre, elle ne sait pas dans quoi elle s'est embarquée. » Marianne garda la tête haute et les épaules droites en se dirigeant vers la cantine. Elle avait appris très tôt que montrer de la faiblesse était une invitation à plus d'humiliation, mais à l'intérieur, son estomac se tordait d'un mélange d'anxiété et de regret qui menaçait d'engloutir toute sa détermination matinale. La cantine du lycée Sainte-Élisabeth ressemblait plus à un restaurant d'hôtel 5 étoiles. Des tables en bois poli, des chaises rembourrées, des lustres discrets et un buffet qui offrait des options que de nombreuses familles françaises ne connaissaient que par la télévision. Marianne prit son plateau et se dirigea vers le coin où elle avait l'habitude de déjeuner seule, près de la fenêtre donnant sur le jardin intérieur. C'est en coupant son filet de saumon qu'elle entendit des pas s'approcher. Elle leva les yeux
et vit Rodrigue debout à côté de sa table, accompagné de deux amis qu'elle reconnaissait de vue. Pierre-Auguste Cavalcanti, fils d'un juge de la Cour de cassation, et Théo Mendoza, héritier d'une chaîne d'hôtels. Le trio formait l'une des hiérarchies sociales les plus élevées du lycée. « Je peux m'asseoir » demanda Rodrigue, mais il tirait déjà la chaise avant même d'entendre la réponse. Marianne mâcha lentement, gagnant du temps. « C'est un établissement public. Intelligente, » dit-il en s'asseyant. Pierre et Théo restèrent debout, tels d'élégants gardes du corps. « Je veux clarifier quelque chose à propos de ce qui s'est passé en cours. »« Il n'y a rien à clarifier. Vous m'avez défié, j'ai accepté. »« Oui, mais peut-être que vous n'avez pas entièrement compris la situation. » Rodrigue se pencha en avant, baissant la voix. « Cette musique que je vous ai donnée, ce n'est pas exactement pour les débutants. Je m'en doutais. C'est sérieux, Marianne. Peut-être que vous avez une belle voix, que vous chantez sous la douche, ce genre de choses. Mais c'est de l'opéra allemand du XVIIIe siècle. Les sopranos professionnels suent sang et eau pour réussir à exécuter cette pièce. » Marianne posa sa fourchette et le regarda droit dans les yeux. « Vous essayez de me protéger ? J'essaie de vous donner une sortie honorable. Vous pouvez abandonner. Maintenant, dire que c'était un malentendu, que vous avez réagi sous le coup de l'impulsion, personne ne trouvera ça bizarre. » Faux. Le mot sortit plus dur qu'elle ne l'avait prévu. Tout le monde pensera exactement ce qu'il s'attendait à penser depuis le début. Que la boursière s'est prise pour quelqu'un d'autre, s'est mêlée de ce qui ne la regardait pas et est retournée en courant à sa place quand les choses sont devenues sérieuses. Rodrigue cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à autant de franchise. « Ce n'est pas ça que... »« C'est exactement ça, » l'interrompit Marianne. « Vous avez créé cette situation pour m'humilier, pour montrer à tout le monde que je ne suis qu'une intruse prétendant être quelque chose que je ne suis pas. Maintenant, vous avez peur que j'accepte le jeu et que je rende les choses intéressantes. » Pierre et Théo échangèrent un regard. Il était évident qu'ils n'avaient jamais vu personne parler à Rodrigue de cette manière, encore moins une boursière. « Vous interprétez tout de travers, » dit Rodrigue, mais sa voix perdit une partie de sa confiance. « Je ne veux juste pas que vous blessiez inutilement. »« Quelle touchante considération, » répondit Marianne reprenant son repas. « Mais ne vous inquiétez pas. Quand je gagnerai le concours et que vous devrez tenir votre promesse de mariage, je serai une épouse très compréhensive. Peut-être même que je vous laisserai garder Jeanne comme maîtresse. » Le silence qui suivit fut si lourd que d'autres tables commencèrent à regarder dans leur direction. Rodrigue devint rouge, un mélange de colère et de gêne montant de sa poitrine à son visage. Personne ne s'était jamais moqué de lui publiquement, encore moins une fille qui aurait dû le remercier de l'opportunité de lui parler. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, » dit-il tout bas, se levant brusquement. « Bien sûr que si, » répondit Marianne sans le regarder, « à un garçon gâté qui n'a jamais entendu le mot « non » de sa vie et qui ne sait pas comment gérer quelqu'un qui n'est pas impressionné par son argent. » Rodrigue quitta la cantine comme une tornade, suivi de ses amis qui chuchotaient des commentaires indignés sur le manque de respect et de gratitude de certaines personnes. Marianne termina son déjeuner seule, mais pour la première fois depuis des années. Elle ne se sentit pas seule, elle se sentit puissante. L'après-midi se passa dans un brouillard de cours qu'elle suivit en pilote automatique. Son esprit était entièrement occupé par la partition qu'elle portait dans son sac à dos, ces symboles musicaux qui représentaient à la fois une menace et une opportunité. Pendant le cours de chimie, alors que le professeur Robert expliquait les liaisons ioniques, elle feuilleta discrètement les pages de la musique allemande, essayant de déchiffrer la complexité que Rodrigue avait mise entre ses mains. « Der Hölle Rach kocht in meinem Herzen » lut-elle mentalement les premiers mots. Elle ne parlait pas allemand, mais quelque chose dans la sonorité des mots lui semblait familier, comme s'il faisait partie d'un vieux souvenir qu'elle ne parvenait pas à localiser. Lorsque la dernière sonnerie retentit, annonçant la fin des cours, Marianne ne se dirigea pas vers chez elle comme d'habitude. Au lieu de cela, elle marcha dans les couloirs jusqu'à trouver l'escalier menant au sous-sol du lycée. Le sous-sol était un endroit que peu d'élèves connaissaient, réservé aux entrepôts, aux archives anciennes et aux salles de professeurs qui n'avaient pas besoin d'espace noble. La porte 23 se trouvait au bout du couloir modeste et sans autre identification que le numéro peint en noir délavé. Marianne hésita de longues secondes avant de frapper. « Entrez »
vint la voix du professeur Henri. La salle était petite et accueillante, d'une manière qui contrastait complètement avec la grandeur du reste du lycée. Un piano droit occupait la moitié de l'espace, entouré d'étagères remplies de partitions, de livres sur la théorie musicale et de biographies de compositeurs. Un vieux fauteuil en cuir et une petite table complétaient le mobilier. C'était le genre d'endroit qui respirait la musique, où chaque objet semblait avoir une histoire à raconter. Le professeur Henri était assis au piano, jouant quelque chose de doux et de mélancolique, que Marianne ne reconnut pas. Quand il la vit, il arrêta de jouer, mais ne se leva pas. « Marianne Dubois », dit-il, comme s'il confirmait un soupçon. « Je me doutais que vous viendriez ici aujourd'hui. » « Vous vous en doutiez ? Les murs de ce lycée ont des oreilles. J'ai entendu dire que vous aviez eu une matinée intéressante en cours avec professeur Hélène. » Marianne ferma la porte derrière elle et resta près de l'entrée, ne sachant si elle devait s'asseoir ou rester debout. « Tout le monde en parle. Tout le monde parle du défi. Mais je suis plus intéressé par ce qui a précédé. »« Comment ça ?» Henri se tourna complètement vers elle, appuyant son coude sur le couvercle du piano. « Vous connaissez l'opéra italien. Non seulement vous le connaissez, mais vous l'avez défendu avec passion. D'où vient cette connaissance ?» La question la prit au dépourvu. Marianne s'était préparée à parler du défi, de ses chances de succès ou d'échec, mais pas des origines de son amour pour la musique. « J'écoute de la musique. » Tout le monde écoute de la musique. Très peu de jeunes de 17 ans ont une connaissance suffisante de Puccini pour articuler une défense intelligente de son œuvre. Très peu de gens de cet âge se soucieraient assez pour risquer leur position sociale en défendant l'opéra italien. Marianne sentit ses joues chauffer. « Ce n'était rien de spécial. J'ai juste trouvé le commentaire de Rodrigue injuste. »« Injuste », répéta Henri comme s'il testait la saveur du mot. Choix intéressant. La plupart. Des gens auraient dit ignorant ou stupide. Vous avez dit injuste, comme si la musique avait été personnellement offensée. Ils se regardèrent pendant de longues secondes. Marianne sentait qu'elle était évaluée d'une certaine manière, mais ne parvenait pas à comprendre quels étaient les critères. « Je peux vous poser une question ?» dit-elle finalement. « Bien sûr. Vous pensez que je suis folle d'avoir accepté le défi ?» Henri rit doucement, un son qui portait plus de tristesse que de joie. « Folle ? Non. Courageuse ? Peut-être. Imprudente ? Certainement. Alors vous, pensez que je n'ai aucune chance de réussir à chanter cette musique ? Je ne sais pas. Je ne vous ai pas encore entendu chanter. » Le silence qui suivit fut chargé d'attente. Marianne comprit qu'elle était invitée à une sorte de test, mais ne savait pas si elle était prête à révéler un secret qu'elle gardait depuis si longtemps. « Je ne sais pas si je peux, » admit-elle. « Je veux dire, je n'ai jamais chanté pour personne. Jamais. Même pas pour votre mère ? Ma mère travaille beaucoup. Elle dort tôt. Je ne veux pas la déranger. » Henri hocha la tête comme s'il comprenait parfaitement. « Et sous la douche, dans votre chambre, quand vous êtes seul ? Parfois. Quel genre de musique chantez-vous quand vous êtes seul ?» Marianne baissa les yeux. C'était une question simple, mais la réponse en révélerait beaucoup plus sur elle qu'elle n'était prête à partager. « Des choses que j'écoute sur YouTube. De la musique classique, principalement. »« Principalement de l'opéra ?» Elle hocha la tête, regardant toujours le sol. « Marianne, » dit Henri, doucement. « Vous pouvez me faire confiance. Je ne suis qu'un vieux professeur fatigué qui a passé sa vie à essayer d'enseigner la musique à des jeunes qui préféreraient être n'importe où ailleurs. Si vous avez un réel talent, je veux vous aider. Si vous n'en avez pas, il vaut mieux le découvrir maintenant, avant que la situation ne devienne encore plus compliquée. » Elle leva les yeux et l'étudia. Il y avait quelque chose dans son expression qui la rassura, une gentillesse qu'elle n'avait pas l'habitude de recevoir des figures d'autorité. Le professeur Henri semblait sincèrement intéressé à l'aider, pas à la juger. « Si je chante, dit-elle lentement, et que c'est horrible, vous me direz la vérité ? Promis. Et si c'est bien, vous m'aiderez. Si vous avez un réel talent, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Mais je dois être honnête, le chemin sera beaucoup plus difficile que vous ne l'imaginez. » Marianne respira profondément. C'était maintenant ou jamais. Elle ferma les yeux un instant, essayant de se connecter à cette partie d'elle-même qui n'existait qu'aux premières heures du matin, dans l'auditorium vide, quand elle pouvait prétendre que le monde était différent.
Vous pouvez jouer quelque chose » demanda-t-elle. Henri se tourna vers le piano et joua les premiers accords de le Ave Maria de Schubert, une mélodie simple et connue qui lui donnerait un terrain familier pour commencer. Marianne ouvrit la bouche et laissa la première note sortir. Ce qui se passa ensuite changea tout. Sa voix remplit la petite salle comme de l'eau remplissant un vase, occupant chaque coin, chaque espace vide, transformant l'environnement en quelque chose de complètement différent. Ce n'était pas seulement une belle voix, c'était une voix qui racontait des histoires, qui portait de l'émotion dans chaque vibration, qui donnait l'impression que les murs respiraient avec elle. Le professeur Henri arrêta de jouer au milieu de la deuxième phrase. Ses mains se figèrent sur les touches, et il se tourna lentement pour regarder Marianne avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur le visage de personne auparavant. Une surprise totale, un choc, peut-être. « Continuez », murmura-t-il. Marianne termina l'Ave Maria a cappella, sa voix naviguant dans les aigus et les graves, avec une facilité qu'elle-même ne se savait pas posséder. Lorsque la dernière note se dissipa dans l'air, le silence qui suivit fut différent de tout silence qu'elle avait jamais connu. C'était le silence de quand quelque chose de sacré vient de se produire. Henri resta immobile pendant de longues secondes, la regardant comme s'il voyait un fantôme. « Mon Dieu », dit-il finalement. « Mon Dieu ». « C'était mauvais ?» demanda Marianne, soudainement peu sûre d'elle. « Mauvais ?» Henri rit, mais c'était un rire différent maintenant, plein d'énergie et de possibilités. « Marianne, vous avez une voix qui n'apparaît qu'une fois par génération. Peut-être moins. Vous exagérez. J'enseigne la musique depuis 40 ans. J'ai entendu des dizaines de milliers de jeunes chanter. Certains étaient techniquement compétents, d'autres avaient une bonne oreille. Quelques-uns avaient même un réel talent. Mais vous, il secoua la tête, vous avez le type d'instrument naturel qui ne peut pas être enseigné, seulement poli. » Marianne sentit son cœur s'accélérer. « Cela signifie que je peux apprendre la musique allemande. » Henri se leva et se dirigea vers l'une des étagères, d'où il sortit une partition. « D'abord, parlons de ce que votre admirateur t'a exactement mis entre vos mains. » Il ouvrit la partition sur la table et la tourna pour qu'elle puisse la voir. Der Hölle rasch kocht in meinem Herzen, de l'opéra La flûte enchantée de Mozart. Connue comme l'air de la Reine de la Nuit, elle est considérée comme l'une des pièces les plus techniquement difficiles du répertoire lyrique. Marianne regarda les notes qui sautaient sur la portée comme de petits obstacles infranchissables. Pourquoi est-ce si difficile? Plusieurs raisons. Premièrement, la tessiture. La pièce exige que la chanteuse atteigne un fa dièse au-dessus du do central, une note qui est aux limites de ce que la voix humaine peut produire. Deuxièmement, la vitesse. Il y a des passages de colorature qui exigent une agilité extrême. Troisièmement, le soutien. Certaines notes doivent être tenues pendant que l'orchestre continue, ce qui exige un contrôle respiratoire exceptionnel. Et quatrièmement, demanda Marianne, sentant qu'il y avait plus. Quatrièmement, dit Henri avec un demi-sourire, c'est que le personnage qui chante cet air est la méchante de l'opéra. La Reine de la Nuit ordonne à sa fille de tuer un homme. La musique a été écrite pour transmettre la fureur, la soif de vengeance, le pouvoir absolu. Ce n'est pas seulement de la technique, c'est de l'interprétation émotionnelle. Marianne étudia la partition avec une attention renouvelée. « Vous pensez que j'en suis capable? Avec votre voix naturelle? Techniquement, peut-être. Avec un entraînement adéquat, je pense que oui. Mais, Marianne, comprenez-vous que nous parlons de mois de préparation, des heures quotidiennes d'exercices vocaux, d'études de la technique, de travail d'interprétation. Et même ainsi, ce serait un risque énorme de présenter cette pièce publiquement. Mais c'est possible. » Henri l'étudia pendant de longues secondes. « Pourquoi est-ce si important pour vous? Pourquoi ne pas choisir quelque chose de plus sûr, qui garantirait votre victoire au concours sans autant de risques? » La question toucha quelque chose de profond, que Marianne ne savait pas comment expliquer. « Parce qu'il m'a donné cette musique pour me briser, pour prouver que je n'appartiens pas à cet endroit. Et si je parviens à la chanter, si je parviens à transformer son arme en ma victoire ?» Elle s'arrêta cherchant les mots justes. « C'est plus qu'un concours. Il s'agit de prouver que la musique n'a vraiment pas de classe sociale. Et si vous échouez, si votre voix ne supporte pas la pression,
Si vous vous blessez en essayant, alors au moins j'aurais essayé. Henri se dirigea vers la petite fenêtre qui donnait sur le jardin intérieur du lycée. Dehors, le soleil de l'après-midi créait de longues ombres entre les arbres soigneusement taillés. Il resta là pendant des minutes, qui parurent une éternité à Marianne. « Très bien, dit-il finalement en se tournant vers elle. Faisons comme suit. Vous avez 7 semaines avant le concours. Si vous acceptez mon entraînement, ce sera le plus intense de votre vie. Tous les jours, de 6 heures à 7 heures du matin, ici dans cette salle. Exercice technique, respiration, posture, interprétation. Et vous ne pouvez manquer aucun jour, compris? Ni pour maladie, ni pour fatigue, ni pour des problèmes familiaux. J'accepte. Je n'ai pas fini. De plus, j'ai besoin que vous arrêtiez de chanter seul. Pas d'auditorium, pas de douche, pas de répétition par vous-même. Votre voix a besoin de se reposer entre les entraînements. Et pendant les cours réguliers, vous ne pouvez donner aucun indice que vous vous préparez. Personne ne doit le savoir, compris? Pourquoi? Parce que si professeur Hélène découvre que je vous entraîne indépendamment, nous aurons tous les deux de sérieux problèmes. Et parce que plus les gens le sauront, plus la pression sur vous sera grande. Marianne hocha la tête. Autre chose? Oui. Vous n'allez pas chanter l'air de la Reine de la Nuit au concours. Comment ça? Pour le concours officiel, vous allez préparer une pièce plus simple, techniquement solide mais accessible. Quelque chose qui démontre votre talent sans risques inutiles. L'aria allemande sera notre projet parallèle au cas où vous en auriez besoin pour la confrontation avec Rodrigue. Marianne fronça les sourcils. Mais si je gagne le concours avec une musique facile, il pourra dire que ça ne compte pas. Laissez-moi m'occuper de ça. Pour l'instant, faites confiance à mon plan. Elle étudia le visage du professeur, essayant de trouver une indication qu'elle prenait la bonne décision. « Professeur Henri? »« Oui. Pourquoi êtes-vous prêt à faire ça pour moi ?» La question sembla le prendre par surprise. Il retourna au piano et joua quelques notes au hasard, comme s'il gagnait du temps pour réfléchir. Parce qu'il y a 40 ans, j'étais un jeune pianiste très talentueux qui a dû choisir entre suivre ses rêves musicaux et s'occuper de sa famille. J'ai choisi la famille, et je ne l'ai jamais regretté. Mais je me suis toujours demandé ce que cela aurait été si quelqu'un m'avait aidé à trouver une troisième option. Et si je n'ai pas assez de talent, si je vous déçois? Henri arrêta de jouer et la regarda directement. Marianne, après ce que je viens d'entendre, ma seule préoccupation n'est pas de savoir si vous avez du talent. C'est de savoir si nous aurons assez de temps pour vous préparer adéquatement. Ils passèrent l'heure suivante à discuter des détails pratiques. Horaire, exercices de base, l'importance de la discipline vocale. Quand Marianne sortit enfin de la salle 23, le soleil était déjà couché et les couloirs du lycée étaient vides et silencieux. Elle marcha dans les rues de Paris en direction de l'appartement qu'elle partageait avec sa mère, mais son esprit était entièrement occupé par la conversation qu'elle venait d'avoir. Pour la première fois depuis qu'elle avait accepté le défi de Rodrigue, elle sentait que peut-être, juste peut-être, elle pourrait avoir une chance réelle de gagner. L'appartement se trouvait au 3e étage d'un vieil immeuble du 13e arrondissement, un petit espace, mais propre que Geneviève maintenait impeccable, même après de longues journées de travail. Quand Marianne ouvrit la porte, elle trouva sa mère dans la cuisine préparant le dîner avec les épaules visiblement tendues. « Salut, maman. »« Salut, ma chérie. Comment s'est passée ta journée au lycée ?» Geneviève posa la question sans se retourner, trop occupée à couper des oignons pour une simple soupe. Marianne l'observa quelques secondes, remarquant comment ses mains tremblaient légèrement, comment la toux qui avait commencé quelques semaines plus tôt semblait s'aggraver. « Maman, tu ne devrais pas te reposer. Je dois faire le dîner. Tu as besoin de manger. Je peux cuisiner. Tu as besoin d'étudier. » C'était toujours comme ça. Geneviève travaillait toute la journée au lycée, rentrait épuisée et insistait encore pour s'occuper de toutes les tâches ménagères. Marianne avait essayé plusieurs fois de la convaincre de partager les responsabilités, mais sa mère refusait d'être un fardeau pour sa fille. « Maman, » dit Marianne en s'approchant, « je t'ai entendu tousser cette nuit. Il serait peut-être temps de voir un médecin. » Geneviève se retourna enfin, et Marianne vit que ses yeux étaient plus fatigués que d'habitude.
Un médecin, ça coûte cher, Marianne. C'est juste un rhume qui dure plus longtemps que la normale. Mais si ce n'est pas ça, et si c'est quelque chose de sérieux? Ça, ce n'est rien de sérieux, dit Geneviève avec la détermination têtue de quelqu'un qui ne peut pas se permettre d'être malade. Maintenant, raconte-moi ta journée. S'est-il passé quelque chose de différent? Marianne hésita. Geneviève ne savait rien des cours de chant matinaux, rien de son amour secret pour la musique, rien du défi qu'elle avait accepté. Pour sa mère, elle était simplement une étudiante dévouée qui voulait faire médecine et construire une vie meilleure pour elles deux. Rien de spécial, mentit-elle, juste les cours habituels. Geneviève hocha la tête et retourna préparer le dîner. Elles mangèrent dans un silence relatif, ne parlant que de sujets pratiques, les factures du mois, les horaires de travail, les études pour le concours d'entrée. C'était une conversation qu'elles avaient tous les soirs, une routine qui les rassurait par sa prévisibilité. Après le dîner, Marianne s'enferma dans sa chambre et ouvrit la partition de l'air de la Reine de la Nuit. Sous la faible lumière de sa lampe de chevet, elle étudia chaque note, chaque pause, chaque indication technique. Elle ne pouvait pas chanter. Elle avait promis au professeur Henry de reposer sa voix, mais elle pouvait mémoriser, comprendre la structure de la musique, commencer à imaginer ce que ce serait de donner vie à ces notes. Der Hölle rasch kocht in meinem Herzen, lut-elle à voix basse, essayant de comprendre le sens des mots allemands. Elle prit son téléphone et chercha la traduction. La vengeance de l'enfer bout dans mon cœur. Marianne répéta les mots en français, sentant leur poids dramatique. La Reine de la Nuit n'était pas seulement une méchante. C'était une mère désespérée, une femme puissante qui avait tout perdu et n'avait que la fureur pour compagnie. Soudain, elle comprit pourquoi le professeur Henry avait souligné l'importance de l'interprétation émotionnelle. Il ne suffisait pas d'atteindre les bonnes notes. Elle devrait trouver en elle-même la même fureur que Mozart avait mise dans la musique. Elle devrait transformer sa propre colère en art. Marianne ferma la partition et se prépara à dormir, mais le sommeil tarda à venir. Son esprit bouillonnait de possibilités, de peur et d'une attente dont elle ne savait si c'était de l'excitation ou de la terreur. Dans quelques heures, commencerait l'entraînement le plus intense de sa vie. De l'autre côté, du mur fin, elle entendit sa mère tousser à nouveau. Le son était rauque, douloureux, persistant. Marianne ferma les yeux et essaya de ne pas penser à ce que cette toux pourrait signifier, à ce qui arriverait si sa mère tombait vraiment malade, aux frais médicaux qu'elle ne pourrait pas payer. Le prix en argent du concours musical pourrait résoudre de nombreux problèmes, mais d'abord, elle devrait trouver un moyen de remporter un défi qui semblait impossible. À 5 heures du matin le lendemain, Marianne se leva silencieusement, s'habilla dans le noir pour ne pas réveiller sa mère et marcha dans les rues vides de Paris en direction du lycée. L'air matinal était frais et elle pouvait voir sa respiration formée de petits nuages de vapeur. Cette fois, au lieu de se diriger vers l'auditorium, elle alla directement au sous-sol. La porte 23 était ouverte et le professeur Henry l'attendait avec 2 tasses de café fumant. « Prête ?» demanda-t-il. Marianne accepta le café et hocha la tête. « Prête. Alors commençons. » Et Marianne. « Oui. À partir d'aujourd'hui, votre vie va complètement changer. J'espère que vous y êtes préparés. » Elle but son café d'une traite et posa la tasse. « Professeur, ma vie change déjà depuis des jours. Maintenant, il s'agit juste de décider dans quelle direction. » Henri sourit. « Parfait. Alors, faisons de la musique. » Les 3 premières semaines d'entraînement furent les plus épuisantes de la vie de Marianne. Chaque jour à 6 heures du matin précise, elle descendait les escaliers menant au sous-sol et trouvait le professeur Henry déjà prêt pour une nouvelle session qui testerait les limites de sa résistance physique et mentale. Ce qu'elle avait imaginé comme des cours de chant se révéla être un entraînement militaire déguisé en éducation musicale. « La respiration est la base de tout », répétait Henry tous les matins, la faisant s'allonger sur le sol froid de la salle avec de lourds livres empilés sur son diaphragme. Si vous ne parvenez pas à contrôler votre respiration, tout le reste est inutile. Les exercices étaient brutaux. Marianne devait tenir des notes aiguës pendant des temps impossibles, faire des gammes à des vitesses qui lui donnaient le vertige, et pratiquer des techniques de respiration circulaire qui la laissaient étourdie et nauséeuse. Ses cordes vocales lui faisaient constamment mal, ses muscles abdominaux protestaient à chaque exercice, et il y avait des jours où elle se demandait
si elle n'avait pas commis une terrible erreur en acceptant cet entraînement. Mais il y avait des moments, de petits instants de perfection, où tout se connectait. Quand sa voix atteignait une note particulièrement difficile avec une clarté cristalline, quand elle parvenait à soutenir un aigu pendant 15 secondes, sans effort apparent, quand elle sentait la musique couler à travers elle comme une force naturelle. Dans ces moments, Marianne comprenait pourquoi le professeur Henry insistait tant sur la discipline. Elle découvrait des capacités qu'elle ne se savait même pas posséder. « Très bien », dit Henry un jeudi matin, après qu'elle eut complété une séquence de vocalises particulièrement complexe. « Votre technique s'améliore rapidement, plus rapidement que je ne l'espérais. » Marianne s'assit sur la petite chaise de la salle, respirant lourdement. « Cela signifie que je suis prête à essayer la musique allemande. » « Pas encore. D'abord, nous allons travailler sur la pièce que vous présenterez au concours officiel. » Henry se dirigea vers le piano et ouvrit une nouvelle partition, « O mio babino caro » de Puccini. Le quai. Même air que professeur Hélène a joué en cours ce jour-là. Pourquoi celui-là? Plusieurs raisons. Premièrement, vous connaissez déjà la mélodie, ce qui facilitera l'apprentissage. Deuxièmement, il est techniquement assez difficile pour impressionner les juges, mais pas impossible comme l'aria allemande. Troisièmement, c'est une musique sur une fille qui supplie son père, sur l'amour familial et la détermination. Vous pourrez mettre une émotion réelle dans l'interprétation. Marianne étudia la partition avec attention. La musique semblait beaucoup plus accessible que l'air de la Reine de la Nuit, mais restait pleine de nuances et de défis techniques. Et quand commencerons-nous à travailler sur la musique de Rodrigue? Patience. D'abord, vous devez maîtriser complètement cette pièce. Ensuite, nous verrons si vous êtes prête à affronter Mozart. Ils passèrent le reste de la matinée à travailler sur les premières mesures de l'aria de Puccini. Au début, Marianne eut du mal à lier techniquement les notes à l'émotion que la musique exigeait. Elle chantait correctement, mais mécaniquement, sans la chaleur humaine qui transformerait la technique en art. « Arrêtez !» dit Henry alors qu'elle terminait la première strophe pour la 5e fois. « Vous, chantez les notes, mais vous ne racontez pas l'histoire. » « Comment ça ? C'est l'aria de Loretta, une jeune femme qui supplie son père de la laisser épouser l'homme qu'elle aime. Elle est désespérée, prête à tout, même à se jeter dans la Seine si elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Quand vous chantez, vous devez être Loretta. Mais je n'ai jamais été amoureuse. Je n'ai jamais supplié pour quelque chose comme ça. Henry l'étudia pendant de longues secondes. Jamais supplié ? Marianne, vous avez grandi dans ce lycée en sachant que vous deviez être parfaite pour garder votre bourse. Vous travaillez tous les jours pour aider votre mère. Vous acceptez des défis impossibles parce que c'est la seule façon d'obtenir quelque chose dont vous avez désespérément besoin. Vous passez votre vie à supplier. Vous n'utilisez simplement pas ces mots. L'observation la frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Marianne n'avait jamais pensé à sa vie de cette façon, mais Henry avait raison. Elle vivait en supplication constante, suppliant d'être acceptée, suppliant pour des opportunités, suppliant pour un avenir meilleur. « Essayez à nouveau, dit-il. Mais cette fois, chantez pour votre mère, suppliez-la d'aller bien. Suppliez pour une chance de prendre soin d'elle correctement. » Marianne ferma les yeux et pensa à Geneviève, à la toux qui s'aggravait, aux factures médicales qui s'accumulaient, à l'expression fatiguée que sa mère essayait de cacher tous les soirs. Quand elle rouvrit la bouche, ce n'était plus seulement de la technique vocale qui sortait. C'était un désespoir réel, un amour véritable, une supplique qui venait du fond de l'âme. « Parfait », murmura Henry lorsque la dernière note se dissipa dans l'air. « Maintenant, vous comprenez. » Après l'entraînement, Marianne montait pour les cours réguliers, portant une fatigue qui allait bien au-delà du physique. Chaque matinée avec le professeur Henry la forçait à explorer des parties d'elle-même qu'elle préférait garder cachées, à toucher des émotions qui faisaient trop mal pour être examinées de près. Lorsqu'elle s'asseyait dans les salles de classe conventionnelles, elle avait l'impression de vivre deux vies complètement différentes. La situation au lycée était devenue de plus en plus tendue. L'histoire du défi s'était répandue au-delà des murs de l'établissement, parvenant aux parents des élèves par les commentaires de leurs enfants. Certains trouvaient amusante l'idée d'une boursière essayant de rivaliser avec l'élite. D'autres considéraient cela comme une démonstration de manque d'humilité qui devait être corrigée. Professeur Hélène ne faisait aucun effort pour cacher son irritation face à toute la situation.
Pendant les cours de théorie musicale, elle adressait des commentaires subtilement venimeux en direction de Marianne, toujours présentés comme des observations éducatives générales. « La musique classique, dit-elle un vendredi matin, exige non seulement de la technique, mais aussi une formation culturelle adéquate. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend en regardant des vidéos sur Internet. » Les regards se tournèrent discrètement vers Marianne, qui garda une expression neutre mais sentit ses joues chauffer. Hélène continua son exposé sur l'importance de l'éducation musicale formelle, chaque mot calculé pour rappeler à tous quelle était la place de chacun dans cette hiérarchie. Pendant la pause, Marianne se dirigea comme toujours vers la bibliothèque, mais trouva sa table habituelle occupée. Jeanne et ses amies étaient assises exactement là où elle avait l'habitude d'étudier, étalant livres et matériel comme pour marquer leur territoire. « Oups !» dit Jeanne en voyant Marianne approcher. « Je ne savais pas que cette place était réservée. Ça vous dérange si on étudie ici aujourd'hui ?» C'était une provocation évidente. Jeanne savait exactement quelle était la table de Marianne et avait choisi de l'occuper exprès. Mais c'était fait avec l'élégance cruelle que les filles riches maîtrisaient, déguisée en une question polie qu'il serait difficile de contester sans paraître paranoïaque. « Bien sûr que non, » répondit calmement Marianne. « C'est un lieu public. »« C'est vrai, » rit Jeanne. « J'avais oublié que vous savez tout sur les lieux publics. » Marianne trouva une autre table au fond de la bibliothèque et essaya de se concentrer sur ses études, mais elle pouvait sentir les regards et les chuchotements venant de la direction du groupe de Jeanne. Elle ne prenait pas la peine de baisser la voix lorsqu'elle parlait de certaines personnes qui se prennent pour d'autres et de l'importance de connaître ses propres limites. La situation atteignit son paroxysme la 4e semaine, pendant le cours de littérature française. Le professeur Charles discutait de l'Assommoir d'Émile Zola, parlant des différences sociales dépeintes dans le roman, lorsque Rodrigue décida de faire un commentaire qui changerait le cours de toute la conversation. C'est intéressant de voir comment certains personnages du livre tentent de s'élever socialement par des méthodes douteuses, dit-il, ses yeux rencontrant ceux de Marianne à travers la salle, comme s'ils pouvaient simplement prétendre être quelque chose qu'ils ne sont pas. « Quel genre de méthode considérez-vous comme douteuse ?» demanda le professeur Charles, clairement intéressé par une discussion littéraire plus approfondie. « La séduction, » répondit Rodrigue sans hésiter, « utiliser le charme et de fausses promesses pour obtenir des choses qu'ils n'ont pas conquises par leur propre mérite. » La salle devint tendue. Tout le monde comprit que la conversation avait cessé de porter sur la littérature pour devenir quelque chose de beaucoup plus actuel. Le professeur Charles sembla percevoir le sous-entendu, mais ne sut pas comment réagir. « Interprétation intéressante, » dit-il prudemment. « Quelqu'un d'autre aimerait commenter ?» Marianne sentit tous les regards se tourner vers elle. C'était une de ces situations où toute réponse serait interprétée comme une confirmation des accusations de Rodrigue. Si elle répondait, elle semblerait se défendre de quelque chose dont elle avait été accusée. Si elle se taisait, elle paraîtrait coupable. Elle choisit une 3e option. « Professeur Charles, » dit-elle, gardant sa voix calme et s'adressant uniquement au professeur, « dans le roman, les personnages qui réussissent vraiment à améliorer leur vie sont ceux qui combinent un travail acharné avec les opportunités qui se présentent. Comme Gervaise, qui utilise son talent naturel de blanchisseuse pour ouvrir sa propre boutique. Elle ne prétend pas être quelqu'un qu'elle n'est pas. Elle montre qui elle est vraiment quand elle en a l'occasion. » « Excellente observation, » dit le professeur Charles, clairement soulagé de ramener la discussion sur un terrain académique. Gervaise est en effet un exemple intéressant de mobilité sociale par le talent personnel. Rodrigue devint rouge. Une fois de plus, Marianne avait transformé sa provocation en une discussion intellectuelle qui le faisait paraître superficiel en comparaison. Quand le cours se termina, il la suivit dans le couloir. « Vous vous croyez très intelligente, n'est-ce pas ?» dit-il en la rattrapant près des casiers. Marianne se tourna pour lui faire face. « Je pense que je suis assez intelligente pour ne pas avoir besoin d'humilier les autres pour me sentir mieux. Je n'essaie d'humilier personne. Je pense juste que vous devriez être mieux préparé à ce qui vous attend. Quel genre de préparation suggérez-vous » Rodrigue s'approcha, baissant la voix. « Marianne, vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous embarquez. Ce concours n'est pas une plaisanterie. Il y a des gens importants qui regardent, des parents d'élèves qui financent ce lycée. » «
Si vous montez sur cette scène et que vous vous ridiculisez, vous n'humilierez pas seulement vous-même, vous humilierez l'institution. Et cela vous préoccupe parce que je ne veux pas vous voir vous blesser inutilement. La réponse l'a pris par surprise. Il y avait quelque chose, dans sa voix qui sonnait presque sincère, comme si un instant le masque arrogant était tombé et avait révélé une personne réelle en dessous. « Pourquoi vous en souciez-vous » demanda-t-elle. Rodrigue hésita quelques secondes. « Je ne sais pas. Peut-être parce que vous êtes la première personne dans ce lycée qui ne fait pas semblant de m'apprécier juste parce que mon père a de l'argent. Je ne vous apprécie pas, point. Je sais. Et c'est rafraîchissant. » Ils se regardèrent pendant de longues secondes, un étrange moment d'honnêteté au milieu de toute la tension des semaines précédentes. Marianne put voir qu'il y avait plus en Rodrigue que la caricature arrogante qu'il présentait au monde. Il y avait de la solitude là, un profond besoin d'approbation déguisé en supériorité. Mais avant qu'ils ne puissent approfondir la conversation, Jeanne apparut dans le couloir accompagnée de ses amis habituels. Son expression changea instantanément en voyant Rodrigue parler avec Marianne. « Quelle coïncidence de vous trouver tous les deux ici !» dit-elle, sa voix chargée d'une douceur venimeuse. « Vous parlez de quoi ?»« De littérature », répondit rapidement Rodrigue en s'éloignant de Marianne. « Comme c'est intéressant, Rodrigue a toujours été si académique. » Jeanne s'approcha de lui et passa son bras sous le sien, marquant son territoire de manière possessive. « On y va, mon amour ? Tu m'as promis de m'emmener déjeuner dans ce restaurant japonais. » Rodrigue hocha la tête et se laissa emmener, mais pas avant de jeter un regard par-dessus son épaule à Marianne, avec une expression qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. Culpabilité ? Regret ? Frustration ? Marianne les regarda s'éloigner dans le couloir, ressentant un mélange complexe d'émotions. Pendant un instant, elle avait entrevu quelque chose de réel en Rodrigue, une vulnérabilité qui expliquait beaucoup de son comportement, mais il avait choisi la sécurité de la conformité sociale plutôt que d'explorer cette honnêteté momentanée. Le reste de la journée se passa dans un brouillard de cours et d'études, mais la conversation avec Rodrigue résonnait dans l'esprit de Marianne. Il y avait quelque chose en lui qui l'intriguait, une complexité qu'elle ne s'attendait pas à trouver. C'était dangereux de penser ainsi, elle le savait. Rodrigue restait le garçon riche et arrogant qui avait tenté de l'humilier publiquement. Mais maintenant, elle avait vu qu'il y avait plus de couches en lui qu'elle ne l'imaginait. Le jeudi de la 4e semaine d'entraînement, le professeur Henry fit une annonce qui changea complètement le cours de la préparation. « Il est temps que vous essayiez l'air de la Reine de la Nuit », dit-il sans préambule, posant la partition allemande sur la table. « Maintenant, vous maîtrisez complètement la pièce de Puccini. Votre technique s'est améliorée au-delà de mes attentes les plus optimistes. Et nous n'avons que 3 semaines avant le concours. Si nous devons le faire, c'est maintenant ou jamais. » Marianne regarda la partition avec un mélange de terreur et d'attente. Les semaines d'entraînement intensif avaient changé sa voix de manière qu'elle pouvait à peine comprendre. Elle était plus forte maintenant, plus contrôlée, capable de nuances qu'elle ne savait même pas possibles. Mais la musique allemande restait un monstre de papier, plein de pièges techniques qui pouvaient détruire une voix non préparée. Que dois-je faire ? D'abord, nous allons travailler sur la traduction. Vous devez comprendre chaque mot, chaque émotion que vous chantez. Ensuite, nous allons décomposer la musique en petites sections et maîtriser chacune séparément. Et enfin, si vous parvenez à exécuter chaque partie, nous essaierons de tout assembler. Ils passèrent toute la matinée à travailler uniquement sur la première phrase de l'aria. Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen exigeait un début explosif, une démonstration immédiate de puissance vocale qui donnerait le ton pour tout ce qui suivrait. C'était techniquement difficile, mais plus que cela, c'était émotionnellement brutal. « Vous êtes la reine de la nuit », expliqua Henry. « Vous avez perdu votre pouvoir, votre fille vous a été enlevée, et maintenant il ne vous reste que la fureur. Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas du désespoir, c'est de la colère pure, le genre d'émotion qui peut déplacer des montagnes ou détruire des royaumes. Comment puis-je trouver cette colère ? Pensez à tout ce qui vous a fait vous sentir impuissante dans la vie. Chaque fois que vous avez été traité comme inférieur, chaque fois que vos opportunités ont été limitées par quelque chose que vous ne pouviez pas contrôler,
chaque fois que vous avez dû sourire et remercier quand vous vouliez crier. Les mots d'Henri débloquèrent quelque chose de profond dans la poitrine de Marianne. Des années d'humiliation subtile, d'être traitée comme une faveur que le lycée faisait au monde, de devoir constamment prouver qu'elle méritait d'exister dans cet espace. La colère était là, elle l'avait toujours été, juste soigneusement contrôlée et redirigée en motivation. Quand elle essaya à nouveau, la première phrase sortit avec une force qui les surprit tous les deux. Ce n'était pas seulement de la technique, c'était de la fureur transformée en musique, des années de frustration canalisées en art. « C'est ça, » murmura Henri. « Exactement ça. » Ils travaillèrent pendant 2 heures, et quand Marianne sortit enfin de la salle, sa voix était épuisée, mais elle ressentait une euphorie qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Pour la première fois, l'air de la reine de la nuit semblait possible. Pendant les cours réguliers de ce jour-là, elle se sentit différente. Plus confiante peut-être, ou peut-être simplement plus déterminée. Pendant le cours de professeur Hélène, lorsque la coordinatrice fit un autre de ses commentaires subtils sur l'importance d'une formation musicale adéquate, Marianne ne sentit pas ses joues chauffées. Au lieu de cela, elle sourit discrètement, sachant qu'elle portait un secret qui changerait tout. Le soir, à la maison, elle trouva Geneviève, allongée sur le canapé avec une compresse froide sur le front. La toux avait empiré et était maintenant accompagnée de maux de tête et d'une faible fièvre. « Maman, il faut aller chez le médecin. »« Ce n'est rien, Marianne, j'ai juste besoin de plus de repos. Tu ne peux pas continuer à faire comme si tu n'étais pas malade. Et si c'est quelque chose de sérieux ?» Geneviève s'assit lentement, grimaçant, lorsqu'un mouvement brusque déclencha une autre quinte de toux. « Ma chérie, tu sais que nous ne pouvons pas nous permettre une consultation médicale, maintenant. Et si j'arrive à trouver l'argent? Comment ?» Marianne hésita. Elle ne pouvait pas parler du concours, de l'entraînement, de la possibilité du prix en argent. Pas encore. C'était trop risqué de créer des espoirs qu'elle ne pourrait peut-être pas combler. « Je peux demander une avance au lycée ou trouver un travail le week-end. Tu travailles déjà trop et tu dois te concentrer sur tes études pour le concours d'entrée. Maman, ce qui compte maintenant, c'est de prendre soin de toi. » Geneviève étudia le visage de sa fille pendant de longues secondes. « Marianne, y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas ?» La question la prit complètement au dépourvu. Geneviève avait toujours eu une intuition spéciale lorsqu'il s'agissait de sa fille, une capacité à percevoir quand quelque chose était différent. « Pourquoi tu demandes ça ?»« Parce que tu as été différente, plus confiante, comme si tu savais quelque chose que je ne sais pas. » Marianne sentit le poids du secret qu'elle portait. Pendant des semaines, elle avait vécu une double vie. L'étudiante soumise pendant la journée et l'apprentie chanteuse aux premières heures du matin. C'était épuisant de maintenir les deux identités séparées, surtout quand l'une d'elles promettait d'être la solution à tous les problèmes de la famille. « Maman, » dit-elle finalement, « si je te dis que peut-être, juste peut-être, je peux trouver de l'argent pour payer ton traitement médical, accepterais-tu d'aller chez le médecin? » « Comment? »« Fais-moi confiance. Juste pour quelques semaines. Fais-moi confiance. J'ai un plan. » Geneviève la regarda avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Marianne, tu n'as rien fait de dangereux, n'est-ce pas? »« Non, maman, rien de dangereux, juste différent. » Après une longue pause, Geneviève hocha la tête. « Très bien, mais si ce plan échoue, nous trouverons un autre moyen de gérer la situation. »« Ça va marcher, » dit Marianne avec une conviction qui la surprit elle-même. « Ça va marcher. » Cette nuit-là, allongée dans son lit, Marianne regarda le plafond et pensa à tout ce qui avait changé au cours des dernières semaines. La fille invisible qui chantait seule dans l'auditorium se transformait en quelque chose de complètement différent. Quelqu'un avec une voix, un pouvoir, la capacité de changer son propre destin. Dans 3 semaines, ce serait le concours. Dans 3 semaines, elle découvrirait si tout l'entraînement, tous les efforts, toute la douleur en valaient beau la peine. Dans 3 semaines, elle affronterait Rodrigue et toute l'élite du lycée avec rien d'autre que sa propre voix comme arme. Mais pour la première fois depuis qu'elle avait accepté le défi, Marianne n'avait pas peur. Elle ressentait quelque chose de bien plus puissant, une détermination absolue. Elle avait trouvé sa fureur et maintenant elle savait exactement comment l'utiliser. La semaine précédant le concours apporta une tension qui semblait imprégner chaque recoin du lycée.
Marianne pouvait la sentir dans les regards plus insistants de ses camarades, dans les conversations qui s'arrêtaient brusquement à son passage, dans la manière dont même les employés semblaient l'observer avec curiosité. L'histoire s'était répandue bien au-delà des salles de classe, atteignant les parents, les anciens élèves et la communauté plus large qui gravitait autour du lycée Sainte-Élisabeth. Lors des derniers entraînements, avec le professeur Henry, Marianne découvrit que maîtriser techniquement l'air de la Reine de la Nuit n'était que la moitié de la bataille. L'autre moitié était mentale. Réussir à exécuter une pièce, aussi difficile sous une pression extrême, devant un public qui inclurait certaines des personnes les plus puissantes et influentes de Paris. La technique, vous l'avez déjà, dit Henry un lundi matin, 5 jours avant le concours. Maintenant, nous devons travailler votre résistance au stress. Il avait créé un environnement de pression artificielle, invitant Madame Carmen, la secrétaire de la direction, et Monsieur Joachim, le concierge, à assister à l'entraînement. C'était un public minuscule comparé à ce qu'elle affronterait au concours, mais suffisant pour faire battre son cœur à tout rompre lorsqu'elle monta sur la petite scène improvisée qu'Henry avait installée dans la salle. Imaginez que chaque personne dans le public espère que vous échouerez, l'instruisit-il, qu'elles sont venues spécifiquement pour vous voir vous humilier. Utilisez cette énergie comme carburant. Marianne ferma les yeux et se connecta à la fureur qu'elle avait appris à canaliser. Quand elle ouvrit la bouche, la première note de l'aria sortit avec une force suffisante pour faire sursauter Madame Carmen sur sa chaise. « Der Hölle rache kocht in meinem Herzen » chanta-t-elle, et les mots allemands sortirent comme des lames affûtées fendant l'air. La colère de la Reine de la Nuit se mêla à sa propre colère accumulée, créant une performance qui était à la fois technique et viscéralement émotionnelle. Quand elle termina, le silence dans la salle était absolu. Madame Carmen avait les larmes aux yeux, et Monsieur Joachim, un homme connu pour son impassibilité, était bouche bée. « Ma petite, » murmura Madame Carmen, « d'où sort cette voix ?» Le professeur Henry sourit pour la première fois depuis des semaines. « Marianne, vous êtes prête. » Mais le mardi, veille du concours, un événement inattendu menaça de détruire tout ce pour quoi elle avait travaillé. Geneviève s'évanouit pendant son travail. Marianne reçut l'appel au milieu du cours de mathématiques. La voix de Madame Marie, la superviseure du nettoyage, était chargée d'inquiétude lorsqu'elle expliqua que sa mère avait été emmenée à l'hôpital après s'être évanouie dans le couloir principal du lycée. « Elle allait bien ce matin », expliqua Madame Marie. Après le déjeuner, elle a commencé à se sentir étourdie. Nous avons essayé de la faire se reposer, mais elle a insisté pour continuer à travailler. Vers 14 heures, elle est simplement tombée. Marianne quitta le lycée en courant, sans demander la permission, sans se soucier des conséquences. L'hôpital Saint-Louis était à 20 minutes en bus, mais elle fit le trajet en 15 minutes, alternant courses et marches rapides dans les rues animées de Paris. Elle trouva Geneviève consciente, mais visiblement fragile, allongée sur un brancard dans le couloir des urgences. Le système de santé publique était surchargé comme toujours et elle devrait attendre des heures pour une consultation médicale appropriée. « Maman, comment te sens-tu »« Je vais bien, ma chérie, juste un peu fatiguée. » Geneviève essaya de s'asseoir, mais une vague de vertige la fit se rallonger. « Tu n'avais pas besoin de venir, demain c'est ton grand jour. »« Quel grand jour ?» Geneviève la regarda avec une expression qui mêlait fatigue et perspicacité maternelle. « Marianne, je sais qu'il se passe quelque chose que tu ne m'as pas dit. Ces dernières semaines, tu quittes la maison plus tôt que d'habitude. Tu rentres plus fatiguée. Et aujourd'hui, Madame Marie m'a dit que tout le lycée parle d'un événement musical auquel tu vas participer. » Marianne sentit le poids du secret qu'elle avait porté si longtemps. Avec sa mère allongée sur un brancard d'hôpital, à la veille du concours qui pourrait changer leur vie, il n'y avait plus de sens à cacher la vérité. « Maman, je me suis inscrite au concours de musique du lycée. »« Concours de musique ? Mais tu ne m'as jamais dit que tu chantais. » Parce que j'avais peur que ce ne soit qu'un rêve idiot, mais le prix est une bourse pour le conservatoire et assez d'argent pour payer ton traitement médical. Geneviève resta silencieuse pendant de longues secondes, digérant l'information. « Marianne, tu as du talent pour ça ?» Le professeur Henry pense que oui. Professeur Henry, ce monsieur poli qui me salue toujours dans les couloirs, il m'entraîne tous les matins depuis plus d'1 mois. Des larmes commencèrent à se former dans les yeux de Geneviève. « Ma chérie,
Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que je ne voulais pas créer de faux espoirs, et parce que... Marianne hésita, puis décida d'être complètement honnête. Et parce que j'avais peur que tu me l'interdises, que tu trouves ça trop dangereux, trop irréaliste. Et ça l'est. Dangereux? Marianne réfléchit soigneusement à la question. Oui, si j'échoue demain, je serai humiliée publiquement. Ma bourse pourrait être en danger. Tout le monde saura que la fille de l'agente d'entretien a essayé de voler trop haut et s'est écrasée au sol. Et si tu réussis? Si je réussis, notre vie change complètement. Geneviève tendit la main et toucha le visage de sa fille. Marianne, j'ai passé toute ma vie à essayer de te donner les opportunités que je n'ai jamais eues. Si c'est ta chance, tu dois la saisir de toutes tes forces. Mais, et toi? Comment vais-je me concentrer sur le concours en sachant que tu es malade? Ma chérie, je peux tenir un jour de plus. Tu peux tenir une performance. Demain, tu chantes, et après, nous résoudrons ma santé ensemble. Elles passèrent le reste de l'après-midi aux urgences, attendant une consultation qui eut finalement lieu à 19 heures. Le médecin, un jeune homme clairement surchargé, fit un examen rapide et prescrivit quelques analyses à faire la semaine suivante. Ça pourrait être une anémie sévère ou une infection respiratoire persistante, expliqua-t-il. Les analyses donneront un diagnostic plus précis. Pour l'instant, beaucoup de repos et les médicaments que j'ai prescrits. Quand elles arrivèrent enfin à la maison, il était plus de 21 heures. Marianne aida sa mère à s'installer sur le canapé et alla préparer une tisane. Ses mains tremblaient légèrement, non seulement de fatigue, mais à cause de la réalité de ce qu'elle affronterait en moins de 20 heures. Le téléphone sonna alors qu'elle était dans la cuisine. C'était le professeur Henry. « Marianne, j'ai appris pour votre mère. Comment va-t-elle? »« Mieux, mais elle aura besoin d'examen. Professeur, je ne sais pas si je peux chanter demain. Je n'arrête pas de penser à... »« Arrêtez, » l'interrompit Henry. « Respirez profondément et écoutez-moi. Votre mère est à la maison, en sécurité, avec les médicaments appropriés. Les examens peuvent attendre quelques jours. Le concours, non. Mais s'il arrive quelque chose pendant ma performance, si elle fait un malaise et que je ne suis pas là. Marianne, vous pensez que votre mère veut que vous abandonniez une opportunité comme celle-ci, qu'elle vous a élevé toute sa vie pour que vous abandonniez au moment crucial? La question la frappa de plein fouet. Geneviève avait tout sacrifié pour donner à sa fille les opportunités qu'elle-même n'avait jamais eues. Abandonner maintenant serait gaspiller des décennies de sacrifices maternels. Je sais, mais pas de mais. Vous allez vous coucher tôt ce soir. Vous vous réveillerez demain en sachant que c'est le jour pour lequel vous vous êtes préparé toute votre vie. Et vous monterez sur cette scène et montrerez à tout le monde qui vous êtes vraiment. Après avoir raccroché, Marianne s'assit à côté, de sa mère sur le canapé. « Maman, demain c'est le concours. Je sais. Madame Marie m'a dit que tout le lycée en parle. Certains parents sont même venus spécialement pour assister. Tu n'as pas besoin d'y aller. Tu peux te reposer à la maison. » Geneviève la regarda avec une expression déterminée que Marianne reconnut comme le même regard qu'elle voyait dans le miroir lorsqu'elle prenait des décisions difficiles. « Ma chérie, tu crois vraiment que je manquerai la chance de voir ma fille briller? Mais tu ne vas pas bien. Je serai là pour la première de ma fille chanteuse, même si c'est le dernier endroit où je devrais être. » Elles passèrent le reste de la soirée à parler de musique, de rêves, de la peur et du courage nécessaire pour poursuivre quelque chose qui semblait impossible. Geneviève posa des questions sur l'entraînement, sur le professeur Henry, sur les chansons que Marianne avait apprises. C'était comme si elle rattrapait des mois de conversations perdues en une seule nuit. « Tu peux me chanter quelque chose ?» demanda Geneviève alors qu'il était plus de minuit. Le professeur « Henry m'a dit de reposer ma voix. Juste un petit peu. Quelque chose de simple. » Marianne chanta doucement l'Ave Maria qu'elle avait chanté pour le professeur Henry le premier jour d'entraînement. Sa voix remplit le petit appartement comme une bénédiction, transformant l'environnement en quelque chose de sacré. Quand elle eut terminé, Geneviève pleurait. « Ma fille, » murmura-t-elle, « d'où vient cette voix? »« De toi, maman. Elle vient de toi. » Le lendemain, Marianne se réveilla à 5 heures du matin mais n'alla pas au lycée. Au lieu de cela, elle prit une longue douche, un petit déjeuner léger et passa 1 heure à faire les exercices de respiration et d'échauffement vocal
que le professeur Henri lui avait enseigné. Geneviève se réveilla à 7 heures, visiblement mieux après une nuit de repos, et insista pour aider sa fille à se préparer. La robe que Marianne porterait était celle qui avait appartenu à sa grand-mère, noire, simple, mais élégante, d'une manière intemporelle. « Tu es magnifique », dit Geneviève en l'aidant avec la fermeture éclair. « On dirait une vraie chanteuse. » À 9 heures du matin, elles partirent ensemble pour le lycée. C'était la première fois que Geneviève accompagnait sa fille en tant que mère d'une artiste, et non en tant qu'employée de l'institution. La différence était subtile, mais toutes deux pouvaient la sentir. L'auditorium était en cours de préparation pour l'événement du soir. Des techniciens du son ajustaient l'équipement, des employés organisaient des chaises supplémentaires et des fleurs coûteuses décoraient la scène. Il était évident que le concours était devenu un événement social important, bien au-delà d'une simple présentation étudiante. Pendant les cours de la journée, Marianne eut du mal à se concentrer. Professeur Hélène fit quelques commentaires sur le grand jour, avec une ironie à peine dissimulée. Rodrigue l'évita complètement, comme s'il gérait ses propres angoisses sur ce qui allait se passer. Pendant le déjeuner, Jeanne s'approcha de la table où Marianne mangeait seule. « Je peux m'asseoir ?» Marianne fit un geste vers la chaise vide, curieuse de ce que Jeanne voulait lui dire. « Je veux que tu saches, » commença Jeanne, « que peu importe ce qui se passera ce soir, je respecte ton courage. » La déclaration était si inattendue que Marianne faillit s'étouffer avec sa nourriture. « Pardon ? Rodrigue m'a parlé de la chanson qu'il t'a donnée, de sa difficulté. Franchement, je n'aurais jamais eu le courage d'accepter un tel défi. »« Pourquoi tu me dis ça ?» Jeanne hésita, jouant avec la bague coûteuse qu'elle portait au doigt. « Parce que peut-être que j'ai été injuste avec toi, peut-être que j'ai projeté mes propres insécurités sur quelqu'un qui est en fait plus courageuse que moi. »« Tes insécurités ? Marianne, tu crois que c'est facile d'être moi, d'être constamment jugée, de devoir maintenir un standard impossible, de savoir que les gens ne s'approchent de toi qu'à cause de ton nom de famille ?» Jeanne rit amèrement. « Au moins tu sais que tes réussites sont les tiennes. Je n'aurai jamais cette certitude. » La conversation prenait une tournure que Marianne n'attendait pas. Pendant des semaines, elle avait vu Jeanne comme une antagoniste, une représentante de tout ce qui l'excluait. Mais maintenant, elle réalisait qu'il y avait une personne réelle derrière la façade parfaite, quelqu'un qui luttait avec ses propres démons. « Jeanne, peu importe ce qui se passera aujourd'hui, merci de me dire ça. Bonne chance ce soir. Vraiment. » Quand Jeanne se leva pour partir, Marianne sentit comme si une des nombreuses couches de tension qu'elle avait portées pendant des semaines avait été enlevée. Le concours resterait le plus grand défi de sa vie, mais au moins maintenant, elle savait que tout le monde dans le public ne serait pas contre elle. À 17 heures, Marianne se dirigea vers la dernière séance d'échauffement avec le professeur Henri. La salle 23 était différente. Il avait enlevé tous les meubles inutiles, créant un grand espace où elle pouvait se déplacer librement. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il. « Terrifiée, excitée, prête. » Marianne fit une pause, tout en même temps. « Parfait. La peur vous gardera alerte. L'excitation donnera de l'énergie à votre performance. Et être prête, eh bien, ça, vous l'êtes. » Ils firent 40 minutes d'échauffement vocal, se concentrant particulièrement sur la respiration et le contrôle des notes les plus hautes de l'aria allemande. Henri ne la fit pas chanter la chanson en entier, seulement des passages spécifiques qui exigeaient une technique parfaite. « Souvenez-vous, dit-il quand ils eurent terminé, vous avez 2 options aujourd'hui. Vous pouvez chanter l'aria de Puccini, ce qui garantira une performance solide et probablement la victoire au concours. Ou vous pouvez chanter Mozart, ce qui est un risque énorme, mais qui, si ça fonctionne, sera inoubliable. Que recommandez-vous » Henri sourit. « Ce n'est pas moi qui serai sur cette scène. La décision vous appartient et elle doit venir de votre cœur. » À 19 heures, l'auditorium était bondé. Marianne jeta un coup d'œil à travers le rideau latéral et vit un public qui comprenait non seulement des élèves et des professeurs, mais des dizaines de parents, d'anciens élèves, et quelques personnalités qu'elle reconnut dans les journaux et les magazines. Au premier rang se trouvait un homme qu'elle savait être Fernand Ménès, le père de Rodrigue. Geneviève était assise au milieu de l'auditorium,
visiblement fatiguée mais déterminée à être présente. À côté d'elle, à la surprise de Marianne, se trouvait le professeur Henry, qui avait décidé d'assister à la performance comme un membre ordinaire du public. Il y avait 5 finalistes au concours. Marianne serait la dernière à se présenter, une position que le professeur Henry avait décrite comme à la fois un avantage et une malédiction. Avantage parce qu'elle connaîtrait le niveau de la compétition. Malédiction parce que l'anxiété aurait plus de temps pour grandir. Les 4 premiers candidats se présentèrent de bien. Isabelle Ferreira, fille d'un célèbre chef d'orchestre, chanta un air de Verdi avec une compétence technique impressionnante. Lucas Moraes choisit une chanson contemporaine qui déclencha des applaudissements enthousiastes. Les 2 autres furent techniquement adéquats, mais sans éclat particulier. Quand professeur Hélène annonça son nom, Marianne eut l'impression de flotter vers la scène. L'auditorium devint complètement silencieux lorsqu'elle se positionna au centre, près du piano qui serait sa seule compagnie musicale. Elle regarda le public et vit des centaines de visages l'observer. Certains curieux, d'autres sceptiques, certains attendant clairement un spectacle d'humiliation. Au milieu de tous, elle croisa le regard de Geneviève, qui lui fit un sourire encourageant. C'est à ce moment que Marianne prit sa décision finale. Au lieu de se diriger vers le pianiste pour indiquer quelle musique elle chanterait, elle s'avança vers le micro au centre de la scène et s'adressa directement au public. « Il y a quelques semaines, commença-t-elle, sa voix claire et ferme, un camarade m'a mise au défi de chanter l'une des musiques les plus difficiles du répertoire lyrique. Il croyait que j'échouerais et que cet échec me remettrait à ma place. Ce soir, j'accepte publiquement ce défi. » Un murmure d'attente parcourut le public. Au premier rang, elle vit Fernand Ménès se pencher en avant, clairement intrigué. Rodrigue était assis quelques rangs derrière, son visage pâle de nervosité. « Je vais chanter Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen » de Wolfgang Amadeus Mozart, l'air de la Reine de la Nuit. Le murmure se transforma en exclamations audibles. Professeur Hélène, qui se tenait sur le côté de la scène, fut visiblement choquée. C'était un choix que personne n'attendait, surtout venant d'une chanteuse sans formation formelle. Marianne fit signe au pianiste de se retirer. Elle chanterait a cappella, seule, sans accompagnement musical. C'était le plus risqué possible, mais aussi le plus pur. Ce serait juste sa voix contre le silence, son talent contre les attentes de toute une société. Elle ferma les yeux, respira profondément et se connecta à toute la colère qu'elle avait accumulée au cours de sa vie. Quand elle ouvrit la bouche, ce n'était plus Marianne Dubois, la boursière invisible. C'était la reine de la nuit puissante, furieuse, ineffaçable. Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Ce qui suivit fut de la pure magie. La première note sortit comme un tonnerre silencieux, fendant l'air de l'auditorium avec une précision chirurgicale. Marianne n'était plus sur la scène du lycée Sainte-Élisabeth. Elle était ailleurs, à une autre époque, incarnant la fureur millénaire d'une reine trahie. Sa voix remplit chaque centimètre de l'espace, faisant vibrer les murs avec une force que personne n'attendait d'une jeune fille de 17 ans. « Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen » chanta-t-elle, et les mots allemands sortirent chargés d'une émotion si viscérale que même ceux qui ne comprenaient pas la langue pouvaient sentir la soif de vengeance bouillir dans chaque syllabe. Le public était pétrifié. Ce n'était pas seulement la perfection technique qui les choquait, bien que Marianne atteignît des notes que la plupart des sopranos professionnels auraient du mal à atteindre. C'était la passion brute, l'honnêteté émotionnelle dévastatrice, la manière dont elle avait transformé des années d'humiliation et de frustration en art pur. Le professeur Henry, assis à côté de Geneviève, sentait des larmes couler sur son visage. En 40 ans de carrière musicale, il n'avait jamais assisté à une performance aussi techniquement parfaite et émotionnellement vraie à la fois. Marianne ne chantait pas seulement Mozart, elle canalisait l'âme même du compositeur. Fernand Ménès, au premier rang, avait cessé de respirer. En tant qu'homme qui finançait des opéras dans le monde entier, qui avait écouté les meilleurs sopranos de l'époque, il reconnaissait un talent transformationnel quand il en entendait un. La jeune fille sur scène n'était pas seulement bonne, elle était extraordinaire d'une manière qui n'apparaît qu'une fois par génération. Rodrigue était immobile sur sa chaise, le visage pâle de choc. Il avait créé cette situation comme une blague cruelle, une façon de remettre la boursière à sa place,
Mais maintenant, il assistait à quelque chose de complètement différent, une leçon de grandeur musicale qui le faisait se sentir petit et mesquin. Jeanne retenait son souffle, ses mains tremblant légèrement. Toute sa vie avait été soigneusement construite pour impressionner, pour maintenir les apparences, pour répondre aux attentes sociales. Mais là se trouvait une fille qui avait jeté toute sécurité et choisi d'être vraie, peu important les conséquences. Geneviève pleurait ouvertement, un mélange de fierté maternelle et d'incrédulité. C'était sa fille, la petite qu'elle avait élevée dans un petit appartement, pour qui elle avait travaillé sans relâche pour lui donner les opportunités qu'elle-même n'avait jamais eues. Et maintenant, elle voyait le fruit de tout ce sacrifice se transformer en quelque chose de magique. Professeur Hélène était adossée au mur latéral de la scène, son visage un masque de choc et peut-être pour la première fois de sa vie d'humilité sincère. Pendant des années, elle avait sous-estimé Marianne, la traitant comme une intruse dans le monde musical qu'elle considérait comme son territoire exclusif. Maintenant, elle était forcée de reconnaître qu'elle s'était complètement trompée sur qui possédait réellement un talent musical dans ce lycée. Marianne navigua à travers l'aria comme une force de la nature. Les passages de colorature qui brisaient habituellement les chanteuses expérimentées sortaient de sa gorge avec une fluidité impossible. Les aigus stratosphériques que Mozart avait écrits pour punir les voix inadéquates étaient atteints et soutenus avec une facilité presque insultante. Mais plus que la technique, il y avait l'interprétation. Chaque phrase racontait une partie de l'histoire de la Reine de la Nuit. Chaque note portait le poids dramatique d'une femme qui avait tout perdu. Lorsqu'elle arriva au point culminant de l'aria, Marianne fit quelque chose qu'aucun professeur ne lui avait enseigné, qui ne figurait dans aucun manuel de technique vocale. Elle s'arrêta de chanter pendant 2 secondes de silence absolu, regarda directement Rodrigue dans le public, puis attaqua la note finale avec une force suffisante pour faire trembler le lustre de l'auditorium. La note fut tenue pendant 15 secondes impossibles, pure et cristalline, résonnant contre les murs comme la voix d'une déesse en colère. Quand elle se dissipa enfin dans le silence, l'auditorium resta dans un mutisme absolu pendant de longues secondes. Puis Fernand Ménès se leva. Il commença à applaudir seul, ses paumes résonnant comme des coups de feu dans le silence. Un par 15 d'autres personnes se joignirent à lui. Le professeur Henri, Geneviève, quelques élèves du premier rang. En quelques secondes, tout l'auditorium avait explosé en applaudissements qui ressemblaient plus à une standing ovation. Marianne resta immobile au centre de la scène, respirant lourdement, croyant à peine à ce qui venait de se passer. Elle avait chanté l'air de la Reine de la Nuit parfaitement, devant des centaines de personnes, sans accompagnement, armées seulement de son talent et de sa détermination. Et ça avait marché. Les applaudissements continuèrent pendant des minutes, qui semblèrent une éternité. Des fleurs furent jetées sur la scène. Les gens criaient « Brava !» avec un enthousiasme sincère. Même certains professeurs qui n'avaient jamais montré le moindre intérêt pour elle applaudissaient vigoureusement. Quand les applaudissements commencèrent enfin à diminuer, professeur Hélène monta sur scène avec une expression qui mêlait embarras professionnel et respect réticent. « Mesdames et messieurs, annonça-t-elle au micro, je pense que nous n'avons pas besoin d'attendre la délibération des juges. Nous venons d'assister à l'une des performances musicales les plus extraordinaires de l'histoire de cette institution. » D'autres applaudissements éclatèrent dans le public. « Marianne Dubois, continua Hélène, sa voix tremblant légèrement. Vous venez de gagner une bourse intégrale pour le Conservatoire national supérieur de musique, ainsi que le prix en argent de 50 000 €. L'auditorium explosa à nouveau. 50 000 €, c'était plus d'argent que ce que Geneviève gagnait en 2 ans de travail. C'était suffisant pour payer un traitement médical complet, régler les dettes et commencer une nouvelle vie. Marianne s'effondra en larmes sur la scène. Pas des larmes de tristesse, mais de soulagement absolu. Elle l'avait fait. Contre toute attente, contre toutes les prévisions, elle avait transformé le défi de Rodrigue en sa victoire définitive. Geneviève courut sur la scène, montant les marches avec une agilité que la maladie elle-même ne pouvait supprimer. Mère et fille s'étreignirent au centre de la scène, pleurant ensemble, tandis que le public continuait d'applaudir. « Je le savais, » murmura Geneviève à l'oreille de sa fille. « J'ai toujours su que tu étais spéciale. » Le professeur Henri les rejoignit sur scène, les yeux brillants de fierté. « Marianne, »
dit-il. Vous venez de prouver que la musique n'a vraiment pas de classe sociale. Vous êtes une véritable artiste. Rodrigue resta dans le public pendant de longues minutes, après que la plupart des gens furent partis pour la réception dans le jardin du lycée. Il était immobile, digérant tout ce qui s'était passé. Sa blague cruelle s'était transformée en la victoire de Marianne, mais plus que cela, elle avait révélé une vérité sur le caractère qui le dérangeait profondément. Finalement, il se leva et se dirigea vers la scène, où Marianne parlait encore avec des sympathisants et recevait des félicitations. Quand elle le vit approcher, la conversation autour d'elle cessa progressivement. Tout le monde voulait savoir comment le jeune héritier réagirait au retournement de situation dramatique que sa provocation avait créé. « Marianne, dit-il quand ils se retrouvèrent enfin face à face, Il s'arrêta, luttant clairement pour trouver les mots justes. Toute sa vie, on lui avait appris que l'argent résolvait tout, que la position sociale était plus importante que le caractère, que certaines personnes naissaient supérieures aux autres. Mais Marianne avait complètement détruit cette vision du monde, avec rien d'autre que du talent, du travail acharné et du courage. « J'avais tort, dit-il finalement. Complètement tort sur vous, sur la musique, sur ce qui compte vraiment. » Marianne l'étudia pendant de longues secondes. Il y avait une vulnérabilité en Rodrigue qu'elle n'avait jamais vue auparavant, une humilité sincère qui contrastait complètement avec l'arrogance qu'il avait toujours affichée. « Rodrigue, dit-elle gentiment, vous m'avez fait le plus grand cadeau de ma vie, pas pour la raison que vous aviez prévue, mais vous me l'avez fait quand même. » « Comment ça ? Vous m'avez forcé à trouver ma propre force. Sans votre défi, je n'aurais peut-être jamais découvert de quoi j'étais capable. » Rodrigue hocha lentement la tête. « Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que vous acceptiez vraiment. Je pensais que vous ignoreriez simplement ou que vous abandonneriez. Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi avez-vous essayé de m'humilier ?» La question le força à affronter des motivations qu'il n'avait pas lui-même complètement examinées. « Parce que vous me faisiez me sentir petit, pas à cause de l'argent ou de la position sociale, à cause du caractère. Vous aviez quelque chose de réel, quelque chose que je n'ai jamais eu. Et maintenant ?» Rodrigue regarda autour de l'auditorium, voyant sa famille et ses amis parler avec Geneviève, comme si elle était leur égale, voyant le professeur Henri traité comme le héros qu'il était vraiment, voyant Marianne entourée de gens qui l'admiraient sincèrement pour ses réussites. « Maintenant, je comprends que je veux être le genre de personne qui mérite d'être aux côtés de quelqu'un comme vous. » Marianne sourit, la première fois qu'elle lui souriait sans sarcasme ni défense. « Ça peut s'arranger, mais vous allez devoir travailler pour ça. » Pendant la réception dans le jardin, Fernand Ménès s'approcha de Geneviève avec une proposition qui changerait encore plus radicalement le cours de leur vie. « Madame Dubois, dit-il respectueusement, je voudrais financer intégralement la carrière musicale de votre fille. Conservatoire, professeur particulier, tout ce dont elle aura besoin. » Geneviève resta sans voix. « Monsieur Ménès, c'est très généreux, mais ce n'est pas de la générosité, c'est un investissement. Votre fille a un talent qui n'apparaît qu'une fois par génération. Ce serait un crime de le gaspiller par manque de moyens financiers. » Marianne se joignit à la conversation ayant entendu la proposition. « Pourquoi feriez-vous cela ?» Fernand la regarda directement. « Parce que je crois que le véritable art doit être nourri, peu importe d'où il vient. Et parce que mon fils m'a appris une leçon précieuse aujourd'hui sur la reconnaissance de la vraie valeur quand on la rencontre. » Les mois qui suivirent le concours furent une transformation complète. Marianne changea pour une école spécialisée en art, où elle pouvait développer son talent vocal tout en terminant son éducation régulière. Geneviève, avec accès à un traitement médical adéquat, financé par le prix, découvrit qu'elle souffrait d'une infection respiratoire traitable et d'une anémie sévère, toutes deux curables, avec des médicaments et des soins appropriés. Le professeur Henri fut promu coordinateur musical du lycée, recevant enfin la reconnaissance qu'il méritait après des décennies de dévouement. Sa première décision fut de mettre en place un programme de bourse musicale pour les étudiants à faible revenu, garantissant que d'autres talents comme celui de Marianne ne passent pas inaperçus. Professeur Hélène, après une période de réflexion forcée sur ses préjugés, devint l'une des plus grandes défenseurs des programmes d'inclusion musicale.
Ce ne fut pas une transformation facile, mais elle fut réelle. Rodrigue commença à travailler dans l'entreprise de son père, mais pas au poste de direction qui lui avait toujours été destiné. Il commença en bas de l'échelle, apprenant la responsabilité, le travail acharné et comment gagner le respect par des actions plutôt que par l'héritage. Et tous les vendredis, il assistait au concert de Marianne au conservatoire. Jeanne devint l'une des meilleures amies de Marianne, une amitié construite sur l'honnêteté mutuelle plutôt que sur les hiérarchies sociales. Elle découvrit qu'avoir une amie qui la valorisait pour ce qu'elle était vraiment et non pour ce qu'elle possédait était plus gratifiant que toutes les relations superficielles qu'elle avait cultivées pendant des années. 2 ans plus tard, Marianne se préparait pour une audition à l'Opéra Garnier lorsqu'elle reçut une visite inattendue. Rodrigue apparut dans sa loge avec un simple bouquet de fleurs et une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Ouvre et tu verras. » À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un contrat d'enregistrement avec l'une des principales maisons de disques de musique classique en France et une lettre expliquant que Rodrigue avait utilisé ses relations familiales pour organiser l'audition qui avait abouti au contrat. « Pourquoi as-tu fait ça ?»« Parce que j'ai promis que je travaillerais pour mériter d'être à tes côtés. C'est mon travail. » Marianne regarda le contrat, puis Rodrigue, et comprit enfin que son voyage ne faisait que commencer. La fille invisible qui chantait seule dans l'auditorium vide s'était transformée en une artiste reconnue, mais plus important encore, elle était devenue quelqu'un qui savait exactement qui elle était et de quoi elle était capable. « Rodrigue, dit-elle, veux-tu m'accompagner au théâtre ce soir? Je vais chanter l'air de la Reine de la Nuit, pour un public de 2000 personnes. » Ce serait un honneur. Lorsqu'elle monta sur la scène de l'Opéra Garnier, Marianne regarda le public et ne vit pas seulement des visages anonymes, mais des histoires. Des gens qui, comme elle, s'étaient battus pour leurs rêves contre toute attente. Des gens qui comprenaient que la musique n'a vraiment pas de classe sociale, que le talent peut surgir n'importe où, que le courage est le seul billet nécessaire pour transformer sa propre vie. Elle ferma les yeux, respira profondément et commença à chanter. « Der Hölle Rach kocht in meinem Herzen » Et une fois de plus, sa voix remplit l'espace comme de la pure magie, rappelant à tous ceux qui étaient présents que certaines personnes naissent, non seulement pour rêver, mais pour transformer les rêves en réalité. Chers auditeurs, nous espérons que le parcours de Marianne Dubois a profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par cette histoire de dépassement de soi, de détermination et de la découverte que le vrai talent ne connaît pas de frontières sociales, laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus touché. Marianne nous a appris que peu importe d'où nous venions ou quels obstacles nous affrontions, lorsque nous trouvons notre véritable passion et avons le courage de poursuivre nos rêves, nous pouvons transformer non seulement nos propres vies, mais aussi toucher le cœur de tous ceux qui nous entourent. Chaque jour, nous vous proposons des histoires comme celle-ci qui révèlent la force extraordinaire de l'esprit humain et nous rappellent qu'en chacun de nous existe une voix qui attend d'être découverte. Nous vous attendons pour le prochain épisode où nous célébrerons une fois de plus le pouvoir transformateur des rêves qui deviennent réalité.